Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que nos auditeurs ça va bien aussi. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, Yann, aujourd'hui, on vous présente une émission, une entrevue qu'on a déjà faite à travers nos émissions mensuelles de Parlons Ancêtres, mais aujourd'hui, on vous présente l'entrevue au complet. De quoi qu'on Oui, parle dans sa aujourd'hui, Yann? totalité. On va parler du 150e anniversaire de Saint-Lazare de Vaudreuil. C'est une municipalité qui est dans l'ouest de Montréal, qu'on a déjà mentionné à quelques reprises parce que c'est pas loin de là où moi et Eric, on a grandi. Puis, ben, c'est ça, maintenant, c'est rendu au 150e anniversaire. Puis, pour célébrer le 150e, il y a des festivités. Puis, il y a aussi l'émission d'un livre commémoratif. Et Eric, je pense que tu as participé à la création de tout ça. Oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai aidé dans la recherche, là. Je suis allé trouver quelques articles de journaux, puis on va vous présenter l'entrevue. Puis en conclusion, ben, je vais vous montrer des articles que j'ai trouvés qui sont des fois dans le livre du 150e, d'autres fois d'autres, parce que des fois, c'est du fait divers, là, plus que de l'histoire, mais c'est quand même intéressant. Intéressant. Puis, bon, je fais juste vous souligner hein, que notre invité, c'est Paul Lavigne, un invité qu'on avait déjà rencontré pour nous raconter l'histoire des soldats du régiment de Carignan-Salière. Ben, c'est lui qui vient nous raconter l'histoire de Saint-Lazare, puisqu'il est le président là, du comité là, du 150e. Alors, on vous présente l'entrevue à l'instant. Alors, on est en compagnie de Paul Lavigne. Paul, ça va bien? Ça va très bien, Eric. Merci. Yann, comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. On est super content de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir d'être de retour avec vous. Super. Alors, si d'entrée de jeu, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil? C'était vraiment par accident où est-ce que j'ai rencontré il y a peut-être un 7-8 ans un de mes voisins qui était un prof d'histoire ici à Saint-Lazare. Et de fil en aiguille, on a jasé, je lui ai dit mon nom, puis il me demandait si j'étais parent avec les Poudrettes d'Ilavigne, qui étaient une des familles fondatrices ici à Saint-Lazare. Alors, j'ai pris quelques temps pour faire des recherches pour m'apercevoir qu'en effet, mon arrière-arrière-grand-père était Jean-Baptiste Poudrette d'Ilavigne, son épouse Célanie Pilon. Ils étaient en effet une des 190 familles fondatrices présentes sur le territoire de Saint-Lazare en 1875. Et c'est eux qui appartenaient les terrains sur chaque côté de la route, le chemin Saint-Angélique ici dans le centre-ville de Saint-Lazare. Et ils ont cédé le terrain à la fabrique de la paroisse, si tu veux, de Saint-Lazare pour bâtir l'église, le presbytère et le cimetière en 1875. Alors, il était très connu à peu près à ce moment-là dans la région ici. Et c'est un peu de fil en aiguille en sachant que je faisais partie d'une des familles fondatrices qui a eu de l'intérêt. Mon arrière-grand-père était de la région, mes arrière-grands-oncles ont joué un rôle important dans le développement de Saint-Lazare dans la fin des années 1800, début 1900. Bref, alors tout ça, je me suis joint à la Société historique de Saint-Lazare il y a 5 ans. Avec l'optique de vraiment travailler sur le livre du 150e que nous célébrons en 2025 ici. On avait déjà un plan qu'on voulait faire un livre et je voulais absolument m'impliquer dans ce projet-là. Alors, on a commencé il y a 5 ans à discuter un peu quoi faire et les recherches un petit peu plus poussées il y a 3 ans sur l'écriture du livre qui nous amène aujourd'hui au livre qu'on a inauguré le mois dernier et qui célèbre le 150 ans de Saint-Lazare dans 2025. Parfait, Ça, merci. c'est quand même cool. Tu parlais du chemin Saint-Angélique. Là. Pour les gens qui ne connaissent pas Saint-Lazare, Saint-Angélique, c'est comme une des rues, sinon la rue principale, je pense, à Saint-Lazare. Fait que c'était quand même, il y avait des beaux terrains là, déjà à l'époque. Oui, en effet, j'ai été surpris de connaître ça. Saint-Angélique, c'est en effet, c'est le cœur du village, si on veut, là. Saint-Lazare a été développé très bizarrement dans le temps, où est-ce que les premières concessions ont été ouvertes dans l'ouest de la ville. On a ouvert d'autres concessions près du chemin de fer, ce qu'on appelle le dépôt, et le village comme tel. Fait qu'au lieu d'avoir une ville
qui s'est développé à partir du noyau central vers l'extérieur. On a eu 3 pôles de développement différents ici à Saint-Lazare, totalement différents les uns des autres. Et en effet, Saint-Angélique, c'était le cœur du village. Comme je dis, mon arrière-arrière-grand-père appartenait à les terres sur les 2 côtés. Alors, il a gardé un côté pour bâtir sa maison familiale, etc. Et il a cédé l'autre côté à la ville pour bâtir différentes choses. Fait que, non, en effet, c'est C'est spécial. Une belle collaboration, comme on dit. Ouais. Avant de parler du développement de Saint-Lazare comme tel, je pense qu'il faut qu'on retourne un petit peu en arrière. Puis avant l'arrivée des Européens, là, pour savoir les gens, là, le territoire de Saint-Lazare, là, on va vous montrer une carte, là, mais c'est entre la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Mais ça ne touche pas ni à une côte, ni à une rive, ni à l'autre. C'est vraiment dans le milieu, là, dans ce qu'on appelle Vaudreuil-Soulanges. Pourrais-tu nous expliquer c'était quoi la présence des nations autochtones sur le territoire là, avant l'arrivée là, des habitants de Saint-Lazare? C'est une bonne question. Nos recherches nous indiquent que la présence des Autochtones était relativement mineure à Saint-Lazare comme tel. Comme tu as mentionné tantôt, le fait qu'on n'était pas près d'un plan d'eau, les attraits ici, autres que la chasse, les petits fruits, etc., étaient relativement limités. À ce moment-là, on parlait de 2 peuples autochtones, soit les Algonquins et les Iroquois, qui s'installaient dans le coin de Coteau-du-Lac, Dorion, Vaudreuil, Hudson, l'autre côté du lac des Deux-Montagnes, un peu avec Oka. Alors, la présence, ils s'installait sur le bord des cours d'eau, où est-ce que la pêche était principalement leur attrait dans ce moment-là. Nous, étant à l'intérieur des terres, il n'y avait pas vraiment de raison logique de venir s'installer sur nos terres, autre comme qu'on parlait tantôt, pour la chasse et pour les petits fruits. Ouais, les Amérindiens, ce qu'ils faisaient comme les premiers Européens, puis l'essentiel du déplacement se faisait par cours d'eau, j'imagine. Les autres, il y avait des cailloux d'écorce, puis ainsi de suite pour se déplacer. Je présume que c'était beaucoup plus pratique d'être sur le bord de la rivière des Outaouais que d'être en plein milieu des champs. C'est des belles vallées, là, mais pour se déplacer rapidement, c'est pas top. Là. Non, en effet, c'était des peuples nomades. Alors, personne n'est installé ici en permanence. Ils venaient à l'été, ils venaient pêcher. À l'automne, ils se déplaçaient ailleurs. Que ce soit les Iroquois qui se déplaçaient vers le fleuve, vers la rivière Saint-Jean pour se déplacer vers le sud, vers l'État de New York, ou que ce soit les Algonquins qui allaient un petit peu plus vers l'ouest, vers l'Abitibi, dans ce bout-là. Alors, ils venaient, ils s'installaient pour quelques mois, peut-être une saison ou 2, ils quittaient par la suite, d'où la preuve un peu qu'on a retrouvé de plusieurs différents campements à différents endroits, des 2 peuples algonquins et iroquois également. On est tout près de l'île aux Tourtes ici, le fameux pont de l'île aux Tourtes qu'on parle depuis, etc. Et il y avait un phare à l'île aux Tourtes de prêtres jésuites. Et l'autre côté, là, à Senneville, il y avait un phare également. Alors, les deux étaient peut-être à 1 mille de différence sur la rivière des Outaouais chaque côté. Alors, ça, c'est venu un petit peu plus tard, là. Mais on a des vestiges également des peuples autochtones sur l'île aux Tourtes, qui est tout près également. Alors, ce qui confirme un peu les notions qu'on a trouvées ici, là, de qui habitait ici et quand et pourquoi. Fait que déjà, à l'époque, dans le coin ici, ça servait comme chalet d'été. Ils venaient juste pour l'été. On peut dire ça. La pêche était excellente sur la rivière des Outaouais, alors c'était un endroit idéal. Ici, la rivière rétrécit avec Senneville d'un côté, fait qu'encore là, plus de poissons dans ce bout ici. Alors, c'est logique qu'ils pêchaient dans ce coin ici, puis qu'ils s'installaient pour l'été et qu'ils quittaient quand l'hiver prenait. Quand c'est gelé et que c'était moins hot, la pêche à la glace, ça marche moins bien. Non, pas mal moins bien, oui, en effet. Là, justement, comme les Européens vont arriver, on va fonder la Nouvelle-France, mais comme on disait tantôt, c'est pas sur le bord d'un cours d'eau. Faut que ça va prendre du temps là, avant qu'on développe là, la région de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Lazare. Mais comment que ça se passe là, au temps de la Nouvelle-France? Alors, c'est plus Vaudreuil, Soulanges comme tel, les deux comtés qu'on connaît aujourd'hui, si on veut, qui vont connaître le développement, et par un effet boomerang un peu, Saint-Lazare va l'être. La qualité de l'eau ici est incroyable, on avait des champs, c'est relativement plat, fait qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes ici, ça fait que c'est des belles régions cultivables. Alors, les gens qui s'installaient, les Français qui sont venus s'installer après Montréal, alors on sait que dans les années 1600, on voit Montréal se développer tranquillement, pas vite.
on s'en va vers l'ouest pour essayer de trouver d'autres sources de développement. La rivière des Outaouais, par la suite, qui a mené au Grand Lac, qui a mené au sud des États-Unis. Alors, on passait, pas par ici, pour transiter temporairement ou pour un petit bout de temps. Alors, ce qu'on connaît comme les chasseurs ou les gens qui allaient pour les pots passaient par ici automatiquement. Et comme il y avait des Autochtones de basés ici, ben, le commerce se faisait également sur la pointe de Vaudreuil, dans ce bout-là. Alors, tout ce qui est sur le bord de l'eau ici, Hudson, Vaudreuil, Dorion, Coteau-du-Lac, etc., s'est développé en premier. Alors, c'est vraiment des gens de Montréal qui sont venus s'installer ici. Et prendre terre également, jusqu'à temps qu'on développe la première seigneurie, la seigneurie de Vaudreuil, si on veut, où est-ce que là, à partir de là, on a commencé à avoir vraiment des gens qui vont venir s'installer, qui vont venir peupler la région. Vaudreuil en premier, étant vraiment l'endroit privilégié, et par la suite, ça s'est étendu sur chaque côté de Vaudreuil, si on veut. Là. Est-ce que le territoire de Vaudreuil, premièrement, c'était le gouverneur de Nouvelle-France à ce moment-là. La seigneurie, elle couvrait une grosse partie de la péninsule actuelle de la Presqu'île. Est-ce que Saint-Lazare, Hudson, Rigaud, ces affaires-là, Rigaud, j'imagine que oui, parce que c'était son nom, Pierre de Rigaud, marquis de Vaudreuil, mais est-ce que tous ces territoires-là faisaient partie de la même seigneurie à ce moment-là? Oui, juste en effet. Soulanges s'est développé après, la seigneurie un peu est vraiment développée après. C'est ce qu'on parle de Beauharnois. Là. Tout ce qui va de l'autre côté du fleuve, Valleyfield, Beauharnois, etc., c'est une autre seigneurie qui s'est développée à ce moment-là. Alors, tout ce qui était sur ce côté ici, jusqu'à les Cèdres, etc., faisait partie de la seigneurie de Vaudreuil. Il y a eu une seigneurie de Rigaud, par contre. On a eu les deux au même moment. Peut-être juste pour nous situer dans le temps, on parle de la Nouvelle-France, mais la Nouvelle-France, c'est quand même entre 1600-ish puis 1763. On est à peu près dans quelles années là, quand que Vaudreuil devient propriétaire de la seigneurie? Vers ces années-là, vers le milieu, la deuxième partie du 18e siècle, si on veut, là, 1760-70, dans ce bout-là. Un peu avant la guerre de 7 ans. Oui, en effet. Ouais, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, quand il y a eu la guerre de 7 ans, le monde connaît la bataille des Plaines d'Abraham, qui disent où c'est qu'il y avait la grosse défaite. Mais autre que la bataille des Plaines d'Abraham, il y a eu la capitulation de Montréal. Et la personne qui avait signé la capitulation de Montréal était le gouverneur de Nouvelle-France, qui était Vaudreuil. En effet. Effectivement. Justement, parlant de la guerre de 7 ans, bon là, on parle de la seigneurie de Vaudreuil, on ne parle pas encore de Saint-Lazare comme tel, là, mais est-ce que la guerre de 7 ans va avoir un impact là, sur les habitants de la seigneurie? Un petit peu, à cause ici, la nomenclature est un petit peu particulière. L'ouest de Saint-Lazare, Hudson, est un milieu hautement anglophone et qui est devenu anglophone par la suite. Peut-être pas au moment de la guerre comme telle, mais par la suite, suite à la guerre, on voit le développement du côté anglophone beaucoup plus à ce moment-là. On n'a pas eu énormément d'impact, il n'y a pas eu énormément d'impact la guerre ici dans ce sens-là, où est-ce que les gens se sont mais vite fait à l'idée aux décisions qui ont été prises. L'Église étant omniprésente déjà dans la région à Vaudreuil. Bon, mais on a suivi qu'est-ce qui se faisait ailleurs au pays, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément d'impact sur le développement de la communauté à ce moment-là. Je pense probablement la seigneurie, quand on a commencé à la développer, c'est là qu'on a vu le plus de développement possible, autre que la période de la guerre comme telle. Parce que c'est ça, là, jusqu'avant la guerre de 7 ans, Vaudreuil, c'est la seigneurie de Pierre de Rigaud de Vaudreuil, mais il ne développe pas là, tant que ça. Là. C'est un coup que les Anglais, là, le régime britannique va arriver en 1763. C'est quoi qui se passe, là, justement, à partir de ce moment? Alors, on voit que, au fur et à mesure que Montréal se développe encore plus, on semble trouver de la région ici que c'est une région de villégiature. On est sur le bord de l'eau. Les gens profitent de cet endroit-là pour aller s'acheter des terres, aller se développer un peu plus. Alors, tout le long de l'eau, en travers de Rigaud, Vaudreuil, Dorion et comme on dit, jusqu'à Coteau-du-Lac, etc., on voit les gens qui s'installent là, qui viennent passer leur été en campagne et qui reviennent en ville, à Montréal, si on veut, à l'automne pour passer les hivers dans ce cas-là. Alors, c'est comme ça, tranquillement. C'est des chalets d'été, finalement.
Exactement. C'est un peu ça, des résidences d'été. Et même le gouverneur comme tel avait sa résidence ici. Et dans le vieux Montréal, lui, c'est où est-ce que sa demeure était. Il restait à Montréal, mais venait passer ses étés dans sa seigneurie, si on veut, ici, là, à Vaudreuil, à ce moment-là. Là. Mais la OK. population de Vaudreuil, à ce moment-là, n'était pas très, très élevée là, pour une seigneurie. Non, on parle C'était pas, on était loin des grosses seigneuries qu'il y a sur la rive sud et la rive nord du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Là. C'était une petite seigneurie. Là. L'église de Vaudreuil a été développée fin 1700. Là. Ouais, Puis à en ce effet. moment-là, j'imagine que c'était la seule église seigneuriale. Là. C'est comme rien. Là. Ça s'est séparé pas mal par la suite. Là. Oui, tu as raison. Non, on dirait que c'était pas une priorité pour le Seigneur de développer sa seigneurie et il n'y avait pas énormément de pression non plus pour le faire. Fait que tranquillement, pas vite, quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, on développait un peu. On avait quelques moulins à farine, quelques moulins à bois éventuellement qui se sont développés, mais c'est vrai, c'est venu vraiment tranquillement dans ce temps-là. Je pense que c'est plus avec ses filles qu'on a vu, M. Harwood également, qu'on a vu vraiment le développement puis l'effort fait pour développer la seigneurie, qu'on a vu une différence fin des années 1700, début des années 1800. On parle de 1825-1830 quand ces filles ont pris le contrôle de la seigneurie. Alors, à partir de là, on voit vraiment un développement là, qui se fait significatif dans la région à partir de ce moment-là. Quelque chose qui est intéressant avec Harwood, comme on dit, l'Église s'est développée à ce moment-là, l'Église seigneuriale. Là, il y a eu des bancs d'église, le monde avait leur banc. Puis le banc seigneurial, le banc Harwood, lui était plus grand parce qu'il y a une grande famille. Puis, c'est vrai, fait que, en avant, à l'église à Vaudreuil, il y a un petit banc puis un gros banc. Toutes les autres bancs sont à peu près pareils, 3 places. Puis, à l'époque, il y avait des portes sur les bancs d'église. Puis, je ne sais pas si tout le monde avait leurs armoiries, mais il reste une porte avec les armoires Harwood. OK. Ah ben, intéressant. Fait que, on a une vieille église, aussi bien d'en profiter pour en parler un peu. Là. Ouais. Bon, tu parlais tantôt du fait que c'était un endroit de villégiature. Bon, on imagine encore une fois sur le bord des rives, là, soit des Outaouais ou du Saint-Laurent. Est-ce que c'est ça qui va amener une immigration britannique là, dans la région? Entre autres, on est favorable à l'immigration et on a commencé à voir les premiers s'en venir au début des années 1800, 1900, 1820. Les premiers colons anglais qui venaient de l'Angleterre, qui venaient du centre de l'Angleterre, se sont installés sur la côte Saint-Charles et à Hudson. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait des grandes terres, les terres étaient fertiles, tout était beau, ils ont fait venir des membres de leur famille, de leurs cousins, etc. Fait que dans une période d'environ 30, 40, 50 ans, on a vu une grosse augmentation de la population anglaise, que ce soit irlandaise, écossaise ou anglaise, et ils se sont tous installés sur la côte Saint-Charles et sur la partie de Hudson. Alors encore aujourd'hui, on retrouve dans l'ouest de Saint-Lazare un quartier qui est principalement anglophone, et Hudson, qui sont à 80% anglophones. Ça s'est toujours maintenu de ce sens-là. Tandis que tout le reste de Saint-Lazare et de la région Vaudreuil, Rigaud, etc., se sont développés francophones. Fait qu'on avait vraiment un îlot de gens qui se sont développés et qui ont acheté les terres à ce moment-là et que leur progéniture a resté là depuis ce temps-là. Alors, on retrouve toujours une grosse population anglophone depuis le milieu des années 1800, si on veut. Est-ce qu'on sait, on parle de Hudson depuis tantôt un petit peu, là, est-ce qu'on sait d'où vient le nom? Est-ce que ça a un lien avec la baie du Son? Je crois pas, non. Bonne question, là, mais ça s'appelait, on avait beaucoup de différentes. La ville de Hudson était séparée en 3-4 secteurs dans ce temps-là. Alors, Como, Hudson Heights, oui. Hudson, Choisy, qui était sur le bord de Rigaud. Et on a seulement eu si tu veux, une amalgamation de toutes ces villes-là au 20e siècle, où est-ce que tout s'est fusionné à ce moment-là. Fait que c'était tous des petits hameaux, si on veut, là, ouais. Je sais pas, 20, 30 familles, etc., tout le long dans ce sens-là. Mais c'était à Como. Ouais, Como était principalement la plus grosse de ces secteurs-là, qui mène justement en bas de la côte Saint-Charles jusqu'à la rue principale à Hudson. C'est là où est-ce qu'était le plus grosse agglomération, si on veut, là, de résidents. Oui, puis les agglomérations, ça n'a pas tout été dans les mêmes villes. Tu as des bouts qui ont été à Vaudreuil, mais qui sont. Tu as un bout de Vaudreuil qui est comme séparé du reste de Vaudreuil à cause des séries d'amalgamations qu'il y a eu dans ce coin-là. Ça fait une drôle de géographie.
Absolument. Tu te promènes aujourd'hui, puis ça fait aucun sens là, quand tu vas passer de Saint-Lazare à Vaudreuil, à Hudson, en dedans de 200 mètres, puis tu n'as aucune idée pourquoi est-ce que Vaudreuil est rendu là, mais bon. Et puis Saint-Lazare est venu comment là-dedans? Là, on a Hudson et ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait que Saint-Lazare, éventuellement, faisait plus partie de Vaudreuil? OK, excellente question. Fait à ce moment-là, il faut se mettre en contexte. On avait ouvert 5-6 concessions dans le temps qu'on faisait partie de Vaudreuil. La côte Saint-Charles, la côte Saint-Louis était la première, la côte Saint-François qui était la prolongation un peu de la côte Saint-Louis, la côte Saint-Charles. Alors ça, c'est les premières qui ont eu développé. Côte Saint-Charles étant principalement anglophone, côte Saint-Louis, côte Saint-François francophone. Ensuite, on a ouvert le chemin Saint-Angélique, le chemin Lotte-Binière, qui menait à la gare de train un peu, qui était située au bout du chemin Saint-Louis à ce moment-là. Fait qu'on avait un peu ces 5 concessions-là, ces rangs simples, ces rangs doubles-là qui ont ouvert. Et comme n'importe quel moment, à ce moment-là, la raison principale d'une création d'une paroisse ou d'une ville, c'est la distance de l'église. Alors maintenant, Saint-Angélique, Lotte-Binière, on parle de 8-9 km pour se rendre à l'église Saint-Michel de Vaudreuil, qui était rendue beaucoup trop loin. À cheval. Alors, on parlait d'1h30, 2 heures quand il faisait beau. On installait à ce moment-là des croix de chemin. Alors, des croix de chemin, c'était un alternatif. C'est ça, que le curé permettait de dire, bon, mais si vous n'êtes pas capable de vous rendre à l'église, rendez-vous au moins à la croix de chemin, faites vos prières là, et pour nous, ça va fonctionner, mais assurez-vous qu'une fois par mois, par 6 semaines, vous vous rendez à l'église, et c'était devenu relativement difficile à cause de la distance. À l'été 1875, on fait la demande à l'Église de Montréal, on était sous la juridiction de Montréal à ce moment-là, de pouvoir créer une nouvelle paroisse à Saint-Lazare. Là, on ne la nommait pas Saint-Lazare, une nouvelle paroisse qui nous permettrait justement de raccourcir le moment d'aller à l'église et de se rendre à ce moment-là. Et la décision est rendue à la fin décembre 1875 et on nomme la nouvelle paroisse Saint-Lazare et qui va être établie au village comme tel, comme on dit, sur les terres qui appartenaient à Jean-Baptiste Poudret d'Ilavigne, sur la route Saint-Angélique, directement au village, et on commence la construction de l'église dès 1876, à partir du moment où est-ce que ça a été créé. Moi, je suis un peu curieux, là. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent de la Beauce. Puis en Beauce, il y a une ville, une paroisse qui s'appelle Saint-Lazare. Comment ça se fait qu'on a des dédoublements de noms comme ça dans nos paroisses ici au Québec? On précisait que... ne parlait pas? Non. Saint-Lambos, c'est bien Saint-Lazare de Bellechasse. Oui. Et ici, c'était Saint-Lazare de Vaudreuil. Alors vraiment, on mettait une particularité. J'imagine qu'on n'était pas super original dans le nom des saints et que Lazare était quelqu'un qui était hautement reconnu par l'Église catholique à ce moment-là, puis on en profitait. Alors, en mettant l'acronyme par la suite, Bellechasse ou Vaudreuil, bon, on était capable de séparer les deux. Mais encore aujourd'hui, on a encore des problématiques où est-ce que quand tu parles à quelqu'un de Saint-Lazare ou tu googles Saint-Lazare, tu vas tomber sur Saint-Lazare de Bellechasse, puis tu ne trouveras pas la bonne place que tu cherches à ce moment-là, dépendant que c'est fait. Alors, il faut toujours faire attention là, quand on le nomme, mais... On en a d'autres dans la région. Il y en a qui ont changé. On a très Saint-Rédempteur parce qu'il y avait un autre Saint-Rédempteur puis qu'il fallait changer un peu. Oui, le rendre plus pieux, s'il vous plaît, qu'un très Saint-Rédempteur. Ouais. Il est plus saint que les autres saints. Il est très saint. Peut-être nous expliquer justement pourquoi qu'on a choisi Saint-Lazare là, comme nom, mais juste peut-être préciser avant qu'est-ce que Yann on parlait là, qu'est-ce qu'il disait sur les noms de paroisses qui pouvaient en avoir deux, c'est que des fois, ce qui arrivait, c'est la journée où est-ce qu'ils ouvraient la paroisse, ben, c'était la journée de Saint-un-tel, fait qu'ils ont nommé la paroisse, puis là, bon, comme qu'on a 1500 villages, à peu près 1800 villages paroisses au Québec, ben, divisé par 365, ça se peut qu'on tombe 2 fois, là, sur le même nom, mais dans le cas, là, de Saint-Lazare, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce nom-là? C'est le choix du chanoine dans ce temps-là. C'est lui qui avait décidé, qui trouvait que c'était un saint qui était reconnu, qui était admiré, qui était aimé par les gens. Alors lui, automatiquement, quand il est arrivé à ce moment-là, il a décidé que c'était le choix qui était pour être et ça finit par être son choix. Et c'est à peu près ça. Il n'y a pas plus de
d'histoire, oui. OK. J'aurais aimé ça vous conter quelque chose de romantique ou quelque chose d'historique, etc. Non, c'est uniquement le choix de l'Église à ce moment-là qui ont décidé, bon, ben, on nomme ça Saint-Lazare et c'est ça. OK. Là, j'y vais de mémoire. Ben, si ma mémoire est bonne, je pense que le premier baptême dans la paroisse, c'est un Lazare Lauzon. Si ma mémoire est bonne, là. Tu parlais tantôt de ton ancêtre Jean-Baptiste Poudrette dit Lavigne, qui était un des fondateurs là, de la paroisse de Saint-Lazare. Sinon, sans nommer là, les 190 familles, là, c'est qui là, les grosses familles qui sont à Saint-Lazare à ce moment-là? Alors, les familles, à ce moment-là, comme on dit, on avait les familles anglophones, francophones. Francophones, la majorité sont encore présents aujourd'hui. Alors, quand on va parler d'une famille, que ce soit les Brunet, les Campeau, les Castonguay, les Charlebois, les Chevriers, on a en masse, les Gauthier, les Daou, les Denis, les Lecomte, les Leduc, les Ménard, qui sont très présents. Roson, comme on dit, de différentes souches. On dirait que tu es en train d'énumérer les élèves qui étaient avec moi au primaire. Ben, c'est pas compliqué, c'est tout. Puis encore aujourd'hui, on a des gens qu'on connaît qui sont des deux côtés, qui ont des parents Ménard et des parents Castonguay ou des parents Terriens, etc. Côté là, anglophone, on avait les Simpson, on avait les Wilson, on avait les Cameron, les Hodgson, beaucoup, Lancaster, Parsons, Taylor, Jones, etc. Alors, toutes ces familles-là qu'on retrouve encore aujourd'hui dans notre région, alors sont présentes ici. Il y en a qui sont maintenant rendus francophones avec ces noms-là. Ils ne sont pas tous restés anglophones. Il y en a beaucoup qui sont encore anglophones. Non, en effet, oui. Sinon, tantôt, tu parlais là, des chemins de Sainte-Angélique. Comme on disait, on est un peu enclavé, on n'est pas proche sur le bord là, d'une rivière. C'est quoi les commerces, c'est quoi les chemins au début là, de Saint-Lazare? C'est quoi les chemins qui vont amener à Saint-Lazare? Puis c'est quoi l'activité économique là, de la région, de la paroisse en particulier? Excellente question. Alors, c'est l'agriculture, c'est pas compliqué. Les terres sont très fertiles. On a une terre très sablonneuse ici. Il n'y a pas de glaise. La qualité de l'eau est exceptionnelle. Pas comme à Vaudreuil, non. On est sur le sable. Partout est sur le sable. C'était, on dirait, un ancien désert ici. On avait des lacs un peu partout qu'on a renfloués au cours des années. La nappe phréatique est très élevée un peu partout, ce qui fait que les sols sont très fertiles. On avait sur Saint-Louis, alors la côte Saint-Louis, la côte Saint-Robert, si on veut, les terres de chaque côté, c'était un rang double. Et la même chose avec la côte Saint-Charles, un rang de chaque côté. L'agriculture, c'était principalement ça à ce moment-là. Sainte-Angélique allait rejoindre la côte Saint-Charles éventuellement, et à l'autre bout de Sainte-Angélique, le village après le village, on appelait ça la continuation. Fait que Sainte-Angélique arrêtait, mais dans le champ, on faisait une route de terre, si on veut, qui nous amenait à l'autre bout, où est-ce qu'était le chemin de fer, qui était ce qu'on appelait Saint-Lazare Station à ce moment-là, qui était un peu la fin du chemin Saint-Louis, chemin Saint-Emmanuel, Lotbinière, qui se rencontrait un peu dans ce coup-là. Fait que les rues étaient un peu disparates, se rencontraient des fois avec un chemin de terre, mais on dirait que tout s'était développé individuellement un de l'autre et sans cohérence, sans vraiment de direction. On avait une hôtel, les hôtels étaient particuliers. Encore les hôtels, les magasins généraux, c'est là où est-ce que les gens allaient. Alors, sur la côte Saint-Louis, on avait un ou deux à la station près du train, qui était logique. Les gens débarquaient du train, des fois on restait à l'hôtel. Et au village, il y en avait un ou deux au village également. Fait qu'à tout moment, à partir des années 1875-80, on roulait toujours avec 3, 4, 5 hôtels à Saint-Lazare, à ces trois endroits-là vraiment séparés. Une fois que l'église va être construite dans le milieu des années 1880, terminée, là, on va avoir 2 ou 3 hôtels, magasin général au village. Et un peu moins, celle de Saint-Louis va continuer, mais va végéter quand même un peu plus, là, va prendre un peu moins d'importance. Ou est-ce que là, maintenant, tout se développait au cœur du village à ce moment-là? Saint-Louis était limité dans ce qu'il pouvait faire. Une fois que les terres étaient exploitées, ben, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dans ce sens-là. Puis comme tout le monde venait au village pour essayer de développer le centre-ville, le village, si on veut, ben, la route ou la côte Saint-Louis a perdu un peu de son importance à ce moment-là.
La station, elle, s'est développée. Station de train s'est toujours développée, mais encore là, d'une façon limitée. On parle de 3, 4, 5 commerces à proximité de la gare de Saint-Lazare, et c'est à peu près tout. Le reste, vraiment, se faisait au village, mais il y a une raison en particulier pourquoi ce qu'on appelle le livre du 150e, Patience vaincra. Le développement de Saint-Lazare a été extrêmement tranquille sur une période de 90 ans. Jusque dans les années 1960, les 3 pôles, si on veut, de Saint-Lazare se sont développés, mais à un rythme tellement lent qu'on voyait vraiment pas une façon de croître. Tant que Vaudreuil, Hudson, puis toutes les autres villes qui étaient à proximité de l'eau, qui avaient beaucoup plus d'intérêt pour les gens, une fois que ceux-là ont terminé de se développer, là, mais les gens sont venus à l'intérieur des terres et on a commencé tranquillement pas vite à grandir Saint-Lazare. Mais ça l'a pris très, très, très longtemps avant qu'on commence vraiment à voir le développement de Saint-Lazare comme qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, le train, en quelle année le train est arrivé? Fin des années 1860, 70, 80 dans ce bout-là. Alors, tranquillement, pas vite. On était sur la route qui menait entre Montréal et Toronto. Fait que là, ça devenait un arrêt à ce moment-là, un arrêt important pour les marchandises. Autant les marchandises qui venaient de Montréal, qui arrêtaient à Saint-Lazare, que ceux qui venaient de l'Ontario et qui débarquaient à Saint-Lazare à ce moment-là, qui était un point. Alors, la gare était une des gares les plus importantes à la fin du 19e siècle. Saint-Lazare était très important. Et également pour des passagers, on avait des lignes directes qui nous amenaient à Montréal, un peu moins à Toronto, parce que le besoin n'était pas là, mais les gens qui allaient à Montréal prenaient le train de Saint-Lazare pour se rendre à Montréal d'une façon régulière. Question pour toi. Là, on parlait que les trains sont arrivés dans les années 1880. 1880, c'était les gros développements du train, mais c'était aussi l'époque du curé Labelle. Puis là, ça m'amène à une question avec le curé Labelle, parce qu'on avait déjà parlé avec un autre invité du curé Labelle, puis il y avait sa loterie, le curé Labelle, puis on a découvert que dans sa loterie, il faisait tirer un lot à Saint-Lazare. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? On connaît-tu le gagnant du lot de la loterie du curé Labelle? Alors, c'était quand on a écrit le livre du 150e, on a dû passer 4 mois à faire des recherches auprès de la Société historique à Saint-Jérôme également, où est-ce que le curé Labelle était, essayer de savoir quel était ce lot-là, qui l'avait gagné, qu'est-ce qui s'était passé. Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que le lot n'a jamais été réclamé. Alors, le prix gagnant de cette première loterie-là n'a jamais été gagné. Alors, on n'a pas pu savoir c'est quoi. Nos recherchistes nous indiquent que le lot était fort probable sur la côte Saint-Louis. Et il y avait probablement une amitié entre le premier curé qu'on avait ici à Saint-Lazare et le curé Labelle, qui probablement ont fait des études en même temps. Ouais. Alors, ils se connaissaient. Alors, c'est la seule raison qu'on a pu voir pourquoi est-ce qu'une loterie à Saint-Jérôme des Laurentides faisait tirer une terre ici à Saint-Lazare, qui n'avait aucune raison. Alors, on a vu à ce moment-là que les deux curés ont dû se croiser, soit pendant leurs études, soit pendant leur séminaire, ou en quelque part, à cause de leurs âges étaient relativement les mêmes à ce moment-là. Alors, il y avait des affinités, mais à savoir exactement d'où c'était, on n'a jamais su. Mais non, on a essayé de chercher et on n'a jamais trouvé c'était quel lot exactement, où est-ce qu'il se situait. Mais en effet, tu as raison, c'était bel et bien un lot qui n'a jamais été réclamé sur cette première loterie-là du curé Labelle. Fait que là, il y a un dude à quelque part en 1885 qui a gagné une terre à Saint-Lazare puis qui n'a jamais déménagé. Ouais. Et une terre avec une maison. Ouais, la terre avec une maison et les dépendances. Alors, tout était déjà là, prêt à être emménagé et tout. Et c'était le Grand Prix. Alors, les gens achetaient des billets pour ce prix-là. Et non, pas pris. non. Et puis, on a cherché dans chose, parce que c'était un beau coin de pays. Oui, définitivement. Puis les terres sur la côte Saint-Louis sont super, là, t'sais. Fait qu'on on se doute fort bien que c'était celle-là, mais bon. Ça c'est pas matérialisé. Le terrain au complet, maintenant, ça vaut combien à peu près? Oh mon Dieu, c'est dans les quelques millions maintenant, plusieurs millions. Tu parlais tantôt là, de la qualité de l'eau à Saint-Lazare. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais moi, quand je faisais des recherches sur Saint-Lazare, j'étais tombé sur un article là, qui disait qu'il y avait eu des conflits entre les gens de Saint-Lazare et ceux de Vaudreuil par rapport à un aqueduc. C'est-tu quelque chose que tu as fait un peu plus de recherche ou que tu as trouvé des informations dessus? Ben, retournons en arrière. Il y a eu le Suburban Water Company qui ont décidé de
on peut faire le commerce de l'eau de Saint-Lazare dans le début du 20e siècle. Alors, l'eau était tellement de bonne qualité et assez abondante qu'ils ont installé des tuyaux d'égout en bois, des tuyaux de 12 pouces, jusqu'à Vaudreuil. Ils ont traversé la rivière des Outaouais et approvisionnaient le West End de Montréal, c'est-à-dire Pierrefonds, Pointe-Claire, etc., avec l'eau de Saint-Lazare à ce moment-là. Alors, comme les tuyaux traversaient Vaudreuil à ce moment-là, on desservait également la population de Vaudreuil et de Dorion dans ce temps-là, si on veut, là, en fait, d'eau potable. Et encore aujourd'hui, on retrouve à certains endroits ces tuyaux d'égout-là en bois, originaux. Les conduites de bois sont encore bonnes? Sont encore relativement bonnes. On a, même la Société historique en a pris un bout. On a changé dernièrement dans le bout de la station de train, l'ancienne gare de train, si on veut. On a modernisé à ce moment-là. Et on a un bout de 4 pieds des égouts qui étaient utilisés au début des années 1900 à ce moment-là. Tout goudronné à l'intérieur. Puis je veux dire... absolument étanche aujourd'hui encore, là, près de 90 ans plus tard. Là. Mais il y a encore des égouts à Saint-Lazare qui utilisent ce réseau-là de bois là, qu'on a trouvé. Là. On espère que ce sont les derniers là, à ce moment-là, mais c'est quand même incroyable là, que ça a persisté pendant toutes ces années-là. Mais encore aujourd'hui, la qualité de l'eau à Saint-Lazare est exceptionnelle. Pendant ce temps-là, à Montréal, ils installent des conduites modernes, ça n'arrête pas de péter. Oui, faudrait revenir en bois traité comme avant. Tu parlais tantôt d'une lente progression, là, comment que ça se passe entre la création, la fondation de la paroisse, puis, disons, la Première Guerre mondiale, les années folles, là, au niveau là, tant économique qu'au niveau de la croissance de la population. Pas grand-chose, c'était relativement stable pendant les premiers 20-25 ans. On parlait d'une population de 1300-1500 personnes lors de la création de la ville. On est peut-être rendu à 2002-2400 personnes dans le temps de la Première Guerre mondiale. Fait qu'il n'y a vraiment pas de développement tant que ça qui se font. On perd un soldat ici de Saint-Lazare. On parle de peut-être une douzaine de Lazarois qui ont combattu dans la Première Guerre mondiale. Peut-être un peu plus d'impact avec la Grande Dépression. On avait la ville à ce moment-là était responsable de ce qu'on appelait à ce temps-là les pauvres. Fait que la ville s'occupait des gens plus défavorisés avec des coupons de nourriture, l'entraide entre voisins, etc. On allait aider ceux qui n'avaient besoin le plus. Comme qu'on était une ville hautement agricole, il n'y a pas eu d'usine, il n'y a pas eu de grosses compagnie ici qui a eu de la misère dans ce temps-là. On avait quand même des gens qui travaillaient dans des usines dans la région, que ce soit à Vaudreuil, que ce soit à Montréal, ou etc., qui, eux, ont senti l'impact un peu de la dépression dans ce sens-là, ou est-ce qu'on a eu un peu plus? Là? Les gens avaient moins d'argent, qui fait que point de vue agriculteur, c'était plus difficile de vendre ce qu'on récoltait à profit, etc. Fait que somme toute, on s'en est relativement bien sorti, mais on a quand même des preuves, surtout dans quand on lit les relevés du conseil municipal, l'aide qui était octroyée à droite et à gauche, les crédits que les magasins généraux offraient aux gens, c'est-à-dire les lignes de crédit, etc., qu'on permettait aux gens de dépenser, qui malheureusement ont créé la faillite de quelques-uns de nos hôteliers, puis nos gens étaient un petit peu trop généreux, puis on pensait que c'était pour le faire, puis ça s'est pas fonctionné. Mais non, encore là, comme je dis, le développement s'est fait tellement lent ici, point de vue population, qu'on voyait pas beaucoup les grands événements mondiaux venir nous impacter ici dans ce temps-là, tant que ça. C'est un peu plus autonome vu que c'était agricole. Là, tu parlais que certains hôteliers qui ont eu des problèmes financiers avec ça, mais parce qu'il y a eu la Première Guerre, il y a eu ensuite la Grande Dépression. Est-ce que les entreprises qui étaient installées, quelles entreprises étaient à Saint-Lazare? Est-ce qu'il y en a qui ont perduré dans le temps, qui sont encore présentes aujourd'hui? Le magasin de meubles, M. Denis et Fils, est encore présent. Alors lui, c'était le premier magasin de meubles qu'on avait situé dans le village à Saint-Lazare. Ils sont encore présents aujourd'hui. Après, mon Dieu, je pense qu'ils ont fêté 80 ou 90 ans dernièrement. Le kit de salon, il vient de là. Bon, tu vois. L'hôtel Lavigne. Alors, si on revient un peu, Jean-Baptiste Poudrette dit Lavigne, un de ses fils, Napoléon,
avait 2 commerces ici à Saint-Lazare. Un, le moulin à bois, qui était situé sur la section Lotte-Binière. Et on avait l'Hôtel Général. Alors lui, il avait acheté aux alentours de 1912 le magasin général, l'Hôtel Général à ce moment-là, l'Hôtel Saint-Lazare, et il en a fait l'Hôtel Lavigne, qui a perduré jusqu'en 1935. 1935, il a vendu son commerce à un certain M. Chartrand, qui est devenu aujourd'hui l'hôtel chez Maurice, comme qu'on connaît aujourd'hui, le bar chez Maurice, était le magasin général. C'est ça. Alors, M. Chartrand, lui, c'était le magasin général, c'était l'hôtel éventuellement. Son fils, Maurice Chartrand, en a fait un club, un restaurant, un club de musique dans les années 40, 50, 60. Et par la suite, Richard, son fils, l'a poussé à d'autres niveaux dans les années 70, 80. Et là, aujourd'hui, ben, la réputation n'est pas... on connaît tous la réputation de chez Maurice aujourd'hui comme club de musique et comme organisateur d'événements qui Richard est. Alors, ce bâtiment-là, originalement, était le premier hôtel du village et le premier magasin général qui a commencé aux alentours, au tournant du siècle, 1902-1903. Et qui est appartenu par Napoléon Lavigne avant d'arriver au Chartrand à ce moment-là. Fait que c'est vraiment les deux commerces. C'est 50, ces affaires-là. C'est beau, c'est fait savoir. Oui, en effet, c'est une belle... on peut pas dire qu'on voit beaucoup le magasin original. Là. Si on voit la photo originale de qu'est-ce qu'il y avait, ça a été transformé tellement de temps, mais c'est intéressant quand à chaque fois que je vais chez Maurice, je regarde un peu à l'intérieur et je me dis, mon Dieu, mon grand-oncle qui était ici puis exploitait ça pendant un certain temps. C'est intéressant. C'est le fun. On parlait du bar chez Maurice tantôt, qui a eu une influence là, certaine là, sur la scène économique et culturelle là, de Saint-Lazare. Est-ce qu'il y a des événements qui ont organisé, là, qui ont marqué là, la ville? Bon point. Je m'en souviens de 2, ou pas personnellement, mais par nos recherches. En 1975, on célébrait le 100e anniversaire de Saint-Lazare et Richard, qui était tout jeune, Richard Chartrand, qui était tout jeune à ce moment-là, venait de sortir de ses études à l'École nationale du théâtre, etc. Alors, Richard a une formation quand même et il avait travaillé à Montréal dans l'organisation des spectacles, voulait organiser un spectacle d'envergure pour le 100e anniversaire. Alors, on décide d'organiser un méga spectacle dans ce qu'on appelait les pits de sable à Saint-Lazare, qui était à l'est. Les pits de sable. Pits de sable. Fait que c'était une carrière de sable. Alors, Richard disait, c'est parfait, on va être capable d'accueillir 2-3 000 personnes. Les gens vont être dans le creux, le son de la musique va être correct, on va être loin de la population, tout le monde va être content. Alors, on organise un méga spectacle avec 3 groupes de musique, dont Manège, le groupe Octobre avec Pierre Flynn et Offenbach. Quand même. Oui, alors on fait des gros canons, on fait de la publicité un peu partout. Dans ce temps-là, la ville de Saint-Lazare, on parlait de 5 000 habitants en 75. C'était 5 000, 6 000. On accueille de 10 à 12 000 personnes ce soir-là. Bien qu'on avait de la sécurité en place, le monde rentrait de partout, ça grimpait par-dessus les dunes de sable, on a perdu le contrôle, etc. Un peu comme Woodstock, finalement. Exactement, le Woodstock de Saint-Lazare. Alors, le spectacle a commencé à 9h. Offenbach sont embarqués sur scène vers minuit le soir. Ils ont joué jusqu'à 2h du matin. Le lendemain matin, il y avait des gens qui dormaient partout dans le pit de sable. C'était, écoute, phénoménal. On en parle encore aujourd'hui. Les gens qui ont 70 ans ou 65 ans et plus se souviennent absolument de ce spectacle-là. Puis quand j'ai écrit le livre du 150e, j'ai écrit à Pierre Flynn pour savoir, son option, Pierre s'il se souvenait. Non seulement est-ce qu'il se souvenait de Saint-Lazare, il m'a envoyé des photos de ce spectacle-là qu'on a dans le livre du 150e, et il y a des très bons souvenirs de Saint-Lazare, comme quoi que ça avait été une fête incroyable ce soir-là, puis il s'en souvient encore 50 ans plus tard. Alors, c'est bien. Deuxième chose... C'est quand même impressionnant, parce que quand ils ont proposé ça, aller jouer dans des pits de sable, ça devait pas être trop tentant. Non, en effet. Puis la logistique de les génératrices, la scène, les lumières, tu sais. Puis Richard me disait, il annonçait de la pluie, là, le matin même, est-ce qu'on cancelle, qu'est-ce qu'on fait? Puis il avait dit, garde, qu'il fasse beau, qu'il pleut, on y va avec le spectacle, on va de l'avant. Puis finalement, à 2h l'après-midi, le soleil est sorti, c'était une soirée incroyable. Puis encore aujourd'hui, les gens s'en souviennent. Fait que c'est un beau show. Richard aussi organisait les fêtes de la Saint-Jean.
Fait que des années 80-90, dans le parc Bédard, à côté chez Maurice. Alors encore aujourd'hui, les gens parlaient de ça et on voit dans les annonces des journaux des années à ce moment-là, les groupes qui venaient jouer. Alors la première fois, on fêtait la Saint-Jean uniquement. Couple d'années après, on fêtait le vendredi, le samedi. Et éventuellement, c'était rendu sur 3-4 jours, 12-13 groupes de musique, etc. Et on avait du 12, 13, 15 000 personnes, des gens qui venaient de Montréal, de partout, pour les fêtes de la Saint-Jean. Et à un moment donné, ça a pris des proportions, là, hors proportion, là, où est-ce qu'il y avait tellement de gens, veut pas, là, et le grabuge en ville, etc. Alors, le conseil municipal a mis fin à ça dans le milieu des années 90, au grand détriment des jeunes et d'un peu plus vieux qui venaient vraiment fêter la Saint-Jean. Les gens venaient d'aussi loin que Laval, puis au nord de Montréal, pour venir fêter la Saint-Jean à Saint-Lazare. C'était l'endroit à se faire à ce moment-là. Fait que, comme on dit, les gens se souviennent très bien des fêtes de Saint-Jean ici, et c'est un beau souvenir. Et peut-être un jour, on va être capable de reproduire ça, là, puis faire une belle fête de Saint-Jean là, pendant une couple de jours, puis essayer de revivre ces moments-là. Mais revenons un petit peu dans Ouais. le temps. Là, tu parlais de l'importance là, de l'agriculture. Je pense qu'il y a aussi les foires agricoles. Là, c'était à ce moment-là, c'était un peu comme les fêtes municipales. Celle de Saint-Lazare, là, c'était quand même quelque chose de gros, là, je pense. C'était une des plus grosses foires de la région, commencée à la fin des années 1800 au parc Bédard, ce qu'on connaît le parc Bédard aujourd'hui. La foire agricole était là. Alors, il n'y avait pas de rue qui menait à cet endroit-là. C'était un petit chemin, le chemin Poirier, si on veut. Encore là, les chemins, il n'y avait pas de nom. Là. On l'appelait la route où M. Poirier demeure, là, qui menait à ce parc-là. C'était principalement une foire agricole où est-ce que les gens, une fois par année, amenaient leur bétail pour se faire juger. Les plus belles vaches, les plus beaux veaux, les chevaux. On avait des courses de chevaux à cour, comme qu'on dit. On avait des concours de les meilleures tartes, les meilleures confitures, les meilleures, etc. Puis dans les années 30-40, ben là, un peu la fête foraine a commencé. On a commencé à avoir des carrousels, on a commencé à avoir des grandes roues, les jeux comme qu'on les connaît, les jeux d'adresse, etc. Et c'est devenu le point de rencontre de la région de Vaudreuil-Soulanges pendant des années pour la foire agricole, etc. En même temps que, si on veut, la foire de Soulanges, qui, elle, avait lieu à Pont-Château. Alors, on avait les deux à quelques semaines de différence. La foire de Soulanges qui était à Pont-Château, celle de Vaudreuil qui était à Saint-Lazare. Et c'est un peu, à un moment donné, à la fin des années 60, que la Société d'agriculture ont dit on n'a pas assez de marché pour en avoir deux. Alors, en 1969, c'était la dernière foire agricole de Saint-Lazare qui avait lieu et on a décidé de tout centraliser à Pont-Château par la suite. Et ça a survécu quelques années, mais je pense que cette notion-là, dans les années 70, tirait à sa fin aussi, là, de faire juger des veaux, puis des vaches, puis des chevaux, etc. La population était rendue beaucoup plus à un autre niveau, si on veut. La population rajeunissait. On avait des gens de Montréal maintenant qui venaient habiter ici. L'intérêt n'était pas pareil que 20, 30, 40 ans avant, ce qui fait que je pense que c'était une question de temps avant qu'elle disparaisse. Là, il n'en reste plus beaucoup des foires agricoles. Je pense qu'il reste Saint-Hyacinthe, puis c'est pas mal ça. À peu près ça, là, ouais, en effet, il n'y en a plus. Tu parlais tantôt ceux qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y en a à la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a des habitants de Saint-Lazare là, qui vont participer à cette guerre-là? Oui, on a une trentaine de Lazarois qui ont participé à celui-là, avec le décès de deux, malheureusement, Lazarois qui sont décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a un mémorial présentement à l'Hôtel de Ville de Saint-Lazare qui a été inauguré par la Société historique il y a 3 ans, où est-ce qu'on liste tous les vétérans de toutes les guerres, de la guerre de 1812 à la guerre des Boers, à la Première, Deuxième Guerre mondiale, la Corée, etc. Et tous les gens de Saint-Lazare qui ont participé à ces guerres-là. Alors, on a tous les noms des soldats de chacune des guerres. Et on l'a également dans le livre du 150e. On a repris le nom de ces gens-là pour leur faire honneur, là, leur remercier pour leur dévouement et noter leur participation aux différents conflits militaires, si on veut, du 19e et 20e siècle.
J'imagine que c'est les mêmes noms que ce qu'on parlait tantôt. Là. Tu vas avoir genre des Daou, des Lavignes, ainsi de suite. Là. Oui, oui, c'est tous des noms connus, en effet, là, des noms des chevriers, etc., qu'on reconnaît ici. On a parlé un peu tantôt des commerces, j'ai sauté un petit peu vite aussi. On voulait développer le centre-ville, le village, si on veut, le village, le centre du village au début des années 1900. On a eu un des premiers concessionnaires d'auto ici, 1910, un concessionnaire Ford sur la rue Saint-Angélique. On avait un salon mortuaire, on avait des hôtels où est-ce qu'on avait de la musique un peu partout, on avait des casse-croûtes qui se sont développés. Alors, on a eu vraiment, on a essayé de développer ce qu'on appelle la conserverie ou la cannerie. Alors, comme qu'on avait beaucoup de gens qui produisaient des produits maraîchers ici, on a développé sur la montée Saint-Lazare une cannerie où est-ce que les gens venaient porter leurs légumes pour les mettre en conserve. Alors, ça a duré pendant une vingtaine d'années, cette conserverie-là, qui existe encore aujourd'hui. Si on part sur la montée Saint-Lazare, on est capable de la voir, ça ressemble à un grand garage plus que d'autres choses. Non, peut-tu amener des trucs pour les faire mettre en conserve ou c'est plus pour l'aspect historique? Juste aspect historique, puis encore là, elle a besoin de beaucoup d'amour. Elle aurait besoin de beaucoup d'amour pour la retaper un peu. Là, c'est rendu plus qu'un handicap visuel que d'autres choses, mais elle est encore présente. Alors, si jamais un jour on a un projet de rénovation ou de restauration, ça serait intéressant là, que quelqu'un soit capable de reprendre ça et lui remettre ses couleurs d'origine un peu, et qui sait, peut-être en faire un musée de la cannerie avec les produits puis les outils qu'on utilisait à ce moment-là. On en retrouve un peu partout aussi. La Société historique reçoit à tous les mois des gens qui nous appellent et disent « J'ai quelque chose à vous donner, êtes-vous intéressé d'avoir telle chose » ou etc. Puis malheureusement, on n'a pas les endroits pour entreposer ça présentement, mais pouvoir le faire, ce serait certain là, qu'on a des gens un peu partout qui sont prêts à nous donner là, des artefacts et des outils qu'ils utilisaient dans ce temps-là. Super intéressant. Intéressant. On parlait d'auto tantôt, justement, puis d'une lente progression là, au niveau de la population. J'imagine que la démocratisation d'automobile après la Deuxième Guerre mondiale va avoir un impact là, sur le développement de Saint-Lazare. Un tout petit peu, mais encore là, limité. Alors, la seule, si on se souvient, dans ce temps-là, on avait la route 17 qui venait d'Ottawa, qui passait par Hudson, Vaudreuil, et qui amenait au pont, au premier pont Galipo, si on veut, ou le pont qui amenait à Pincourt. Alors, c'était un pont... l'île Perrot, là. C'est ça, un pont très simple à 2 voies, péage dans ce temps-là. Tu avais la route 2 qui, elle, menait de l'Ontario du côté de Cornwall. Et la seule façon de se rendre à Montréal, c'était par ce petit pont-là. Alors, bien qu'on avait un accès, c'était difficile, c'était ardu, c'était compliqué. L'auto était vraiment limité à se promener dans la région ici, de se rendre à Vaudreuil, de se rendre au village, si on restait sur les côtes, etc. Mais ça se limitait un peu à ça. Le gros point... c'était des voitures Ford, là, donc c'était des voitures à essence. Est-ce qu'il y avait des garages pour acheter de l'essence? Bonne question. Je sais qu'il y avait un concessionnaire, mais à date, on n'a pas trouvé de vestiges de garage ici. Sûrement le concessionnaire en faisait aussi. Le bâtiment, en passant, il existe encore aujourd'hui. Alors, juste à côté de l'ancien magasin de meubles de M. Denis, a une maison à vendre aujourd'hui. Ben, le concessionnaire était dans sa cour. Alors, on voit avec les photos là, le bâtiment, puis on est capable de voir où est-ce qu'était le bâtiment. Puis on parle ici d'une quinzaine de voitures là, dans la cour avec un petit hangar en arrière. Là. On ne parle pas du tout de qu'est-ce qu'on voyait aujourd'hui, là, mais on est capable de comparer les photos d'aujourd'hui avec le bâtiment puis le garage en arrière. Puis on voit encore où est-ce qu'il était 100 quelques années plus tard. Là, c'est quand même cool. Question, là, on parle, il y avait l'eau courante relativement rapidement avec les tuyaux parce que c'était un endroit qui était propice à l'eau. Il y a eu des automobiles relativement tôt. L'électricité, c'est arrivé quand? C'est arrivé encore là par bout. Alors, on installait des poteaux électriques à certains endroits, au village principalement. On avait des poteaux avec des lampadaires. La grosse nouvelle, c'est qu'on installait 12 lampadaires à ce moment-là. On installait 6 lampadaires sur la côte Saint-Charles, 3 lampadaires sur la côte Saint-Louis. Alors, on y allait par bout de même. Puis encore là, ça vient au détriment du développement de Saint-Lazare, le fait qu'on avait 2, 3, 4 pôles où est-ce que les gens se développaient. On ne pouvait pas investir à un endroit puis dire on va prospérer le village puis on va l'agrandir. On va laisser les autres sécher.
C'est ça, là, tu sais. Alors, c'était vraiment sporadique à ce moment-là d'arriver. Puis on part dans les années 40, en effet, là, qu'on a commencé à avoir de l'électricité au village principalement. Puis là, par la suite, ben, Côte-Saint-Charles, Côte-Saint-Louis, tranquillement pas vite à ce moment-là. L'eau courante, par contre, elle était au village. Alors, Ouais. les systèmes à ce moment-là, les autres, c'était sur des puits, autant sur la Côte-Saint-Louis, Côte-Saint-Charles. On parlait de puits à ce moment-là. Ça a pris beaucoup plus de temps pour que l'eau courante se rende à ces endroits-là, si on veut, là. Oui, je pense que même de nos jours, l'eau courante, tu as des problèmes un peu de pression dans Saint-Lazare, dans certains endroits. Oui, 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 en effet. T'sais. Puis pas les égouts, par contre. Les égouts, la majorité, très, très grande majorité de Saint-Lazare sont sur des fosses septiques. Ça n'a pas changé. Mais on a réussi à avoir de l'eau courante partout. Il reste encore, dans l'ouest de la ville, certains puits où est-ce que les gens utilisent encore des puits. Là. Mais principalement, c'est l'eau courante maintenant. Et c'est un peu notre limite. Limitation sur comment est-ce que le Saint-Lazare va se développer. Comme on n'a pas accès à un bassin d'eau, on n'est pas sur le bord ni du fleuve ni du lac des Deux-Montagnes. Toute notre eau est puisée par de l'eau souterraine. Alors, les nappes phréatiques ont une certaine limitation qu'on a Ouais. évaluée ici à Saint-Lazare à entre 27 et 28 000 personnes. Après quoi, on n'aura plus d'eau. On ne peut pas être plus. On peut pas plus que ça. Là, ce qui fait que là, on est rendu Saint-Lazare à pas loin de 24 000 personnes. On approche la saturation. Qu'est-ce qu'on est capable de fournir en eau maintenant, à moins qu'un jour, on soit capable d'extensionner notre niveau d'accès à l'eau par Hudson ou par Vaudreuil, puis aller atteindre la rivière des Outaouais ou le lac des Deux-Montagnes. À ce moment-là, sinon, ça va être assez difficile de développer plus que dans l'ordre de 27 ou 28 000 personnes. Tu vois, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que si tu regardes les voisins à Vaudreuil, là, eux autres, ils ont accès à de l'eau parce qu'ils sont entourés d'eau de partout. Là. Le problème, c'est que là, ils développent en hauteur pour avoir plus de gens, mais il n'y a pas plus de routes, fait que c'est pas toujours meilleur. Non, la problématique, par contre, qu'on a, c'est qu'on fait partie de la CMM et on a des obligations qui nous obligent Effectivement. à densifier. Et on essaie de nos côtés de leur dire on ne peut pas densifier, on n'a pas l'accès à l'eau. Puis eux, ben, ils sont un petit peu. Ils s'en foutent pas mal de ce côté-là, où ils disent, garde, vous n'avez pas Trouver le une choix, ça fait solution. partie de nos règlements. On est 82 municipalités dans CMM, on n'est pas pour faire des exceptions pour une et pour l'autre. Alors, vous n'avez pas le choix, vous devez densifier, puis dans un certain sens, on est limité. Fait que c'est un peu la problématique qu'on travaille aujourd'hui et nos élus travaillent très fort pour essayer de sensibiliser les gens, de dire on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas plus à cause de l'accès à l'eau qu'on a. Fait que les prochaines années vont être critiques à savoir Ouais. comment ça va se développer ici. Pour les gens qui ne sont pas de la région CMM, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'était mis en place dans les années 80 par le gouvernement péquiste à ce moment-là. Et on a agrandi Montréal, si on veut, et dire toutes les municipalités à proximité de Montréal qui profitent de Montréal d'une certaine façon, soit du transport en commun, soit d'un accès à un pont, soit que les gens travaillent à Montréal d'une certaine façon, doivent contribuer au développement de toutes les municipalités et non pas juste laisser Montréal payer un peu dans ce sens-là. Fait que les Vaudreuil de ça ici, les Longueuil, les Laval, etc., tout le monde font partie de ça. Et Saint-Lazare est à la limite ouest, si on veut, qui participe à ce moment-là. On n'a presque pas de transport en commun. L'accès est très difficile ici pour arriver à Montréal, mais on est à part égale comme n'importe quelle autre municipalité, là, les 82 municipalités qui font partie de la CMM, et on a des responsabilités à l'intérieur de ça. Alors, très difficile. Oui. Puis un objectif de densification, c'est parce qu'il y a quand même un problème pour les gens qui ne connaissent pas. Là, à Montréal, l'accession à la propriété, il y a un problème quand même assez majeur dans la métropole. Puis, ben, étant en banlieue, une des solutions, c'est de passer par là. Oui, 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 définitivement. Justement, parlant d'augmentation de la population, la banlieusardisation de Montréal va se faire là, dans les années 60, 70, 80. Ça prend un petit peu plus de temps là, à Saint-Lazare là, pour, encore une fois, les mêmes raisons qu'on énonçait un petit peu toujours. Moi, je me souviens qu'en 94, j'étais en secondaire 5 à ce moment-là, puis Saint-Lazare viennent d'avoir leur corps municipal, leur corps policier. Oui. Qui à cette époque-là, parce qu'il y avait une obligation quand une ville avait au-dessus de 5000 habitants, ils devaient avoir leur corps policier. Bon, ça, c'est avant que la SQ ramasse tout par la suite. On va changer ça à 50 000. Mais là, ouais, c'est ça. Mais là, en 94, on est 5000 à Saint-Lazare environ. On est rendu combien aujourd'hui? 24 000.
Qu'est-ce qui explique 5 fois plus. entre 1875 puis 1995, on a à peu près une augmentation de 3500 habitants. Puis là, ben, boum, on vient de faire 4 fois en l'espace de quelques décennies. Qu'est-ce qui amène ce boom-là? Principalement deux choses qui se sont produites dans le milieu des années 60, soit la création ou qu'on a bâti le pont de l'île aux Tourtes et l'autoroute 40 qui reliait la province de l'Ontario côté ouest au travers de Montréal. Alors, on venait de désenclaver Saint-Lazare au côté ouest avec deux sorties d'autoroute, si on veut, possible de ce côté-là. Et la même chose avec la refonte du pont Galipo, le pont qui mène à Pincourt de l'autre côté, et l'autoroute 20, qui n'a jamais été finie, mais qui est quand même une autoroute avec des lumières, puis on roule 50. Ben, c'est ça. Alors, on a désenclavé le côté est. Alors, tout d'un coup, on ouvrait l'accès à Montréal des deux côtés avec 2 ponts à 4 voies qui nous permettaient là, d'un accès incroyable. Et il y a un certain monsieur, Ivor McLeod, qui, lui, était visionnaire et que dans l'ouest de Montréal, il a acheté une série de terrains qui aujourd'hui s'appelle Saddlebrook. Alors, lui, son objectif était de peupler l'ouest de Saint-Lazare, autre que la côte Saint-Louis. Et Saddlebrook est devenu un des premiers grands chantiers, si on veut, de maisons à ce moment-là. Et on a vu apparaître à Saint-Lazare 6-7 quartiers de maisons partout, à différents endroits, qui venaient du milieu du villageois, autant sur Saint-Angélique que sur la côte Saint-Charles, que sur Lot-Binière, etc. Alors là, on a vu l'accès aux terrains qui étaient disponibles, des grands terrains qu'on ne voyait pas normalement. On parlait de 25, 30, 40, 50 000 pieds carrés. Et si on voulait une terre à chevaux, que Saint-Lazare a toujours reconnu pour son côté équestre, mais là, on regardait à 100, 150, 200 000 pieds carrés pour avoir un terrain, pour avoir des chevaux qui ont été ouverts à ce moment-là. Fait on dirait que du jour au lendemain, la lumière s'est ouverte. Puis tous les gens de Montréal qui travaillaient dans la partie ouest de Montréal, on dit au lieu de rester en ville, on est capable d'aller en campagne et d'avoir un terrain 10 fois plus gros qu'on a ici, et être capable d'avoir des chevaux puis exploiter, etc. Alors, à partir de ce moment-là, mettons de 64, la construction des ponts, en 67, vraiment, les constructions ont débuté. Puis on peut dire que 72, 73, 74, c'est là qu'on a commencé à doubler la population de Saint-Lazare à toutes les 2, 3, 4 ans à ce moment-là, fur et à mesure que ça grossissait. Et les défis à ce moment-là viennent les services. Alors, on a besoin d'un corps de policiers, un corps de pompiers, on a besoin de tels services municipaux, etc., un nouvel hôtel de ville. Alors, tout ça, c'est venu en même temps. Et chapeau à nos politiciens des débuts des années 70 jusqu'à les années 78, 80, 82, qui ont eu à gérer cette incroyable croissance-là, qui s'est poursuivie, comme tu dis, jusque dans les années 90, 95, 2000. Les quartiers fleurissaient là, à tour de bras un peu partout ici. Et on est devenu... il n'y a pas longtemps, là, on a atteint 20 000 personnes déjà il y a quelques années, et on est déjà à 24 000 à ce moment-là. Fait que c'est pas les terrains qui manquent. La COVID a amené aussi une autre saturation où est-ce que les gens voulaient aller en campagne, voulaient aller en banlieue. Fait qu'on a eu un autre boom dans les 3, 4, 5 ans à ce moment-là où est-ce que les gens ont voulu s'installer ici. Ce qui nous amène aujourd'hui à limiter le nombre de constructions qu'on est capable de faire pour des raisons qu'on a parlé tantôt, d'accès à l'eau. Également, accès des routes secondaires. T'as beau avoir ça, si c'était des jeunes, et quand même une route simple, avec le nouvel hôpital qui va ouvrir dans 3 ans. On a des quartiers qui se développent de ce côté-là. Déjà là, aujourd'hui, la congestion est incroyable en revenant du travail le soir et le matin. Là. Fait que... ça va être des beaux défis. Les routes n'ont pas beaucoup évolué par rapport à la population. Ça limite éventuellement. Question. Moi, quand j'étais plus jeune, là, des années 90-2000, on parlait tantôt de chevaux, ceux qui veulent avoir des terrains de chevaux. On allait à Saint-Lazare parce que c'est là qu'on allait faire du cheval. Puis pendant qu'on faisait, là, on empruntait le cheval avec un endroit qui était fait exprès pour ça. Là, puis on se promenait dans les champs et ainsi de suite. Puis de temps en temps, on croisait des policiers qui étaient à cheval. Est-ce que Saint-Lazare a encore des polices montées?
Non, ils n'ont eu uniquement Non. quand ils ont eu le corps de police à Saint-Lazare ici, qui ont duré 2 ans, 3 ans, qui ont eu les policiers. Ils ont eu l'idée à ce moment-là de mettre une police équestre, où est-ce qu'elle elle se promenait puis c'était un policier comme tel qui était attitré de faire ça, qui se promenait dans les sentiers. Ça a duré peut-être 1 an ou 2, et malheureusement, c'est pas revenu à ce moment-là. Quand que la police de Saint-Lazare a quitté. On avait, comme Éric disait tantôt, on avait un corps policier dédié à Saint-Lazare qui a duré quelques années. Ensuite, c'était un corps policier régional qui incluant les CED de Saint-Clet, Saint-Lazare, etc., avec le bureau chef, si on veut, un bureau au CED et un ici à Saint-Lazare. Et ça aussi, ça a duré quelques années, jusqu'à temps que M. Ménard, qui était ministre péquiste à ce moment-là, décide que non, toute ville à ce moment-là doit être sous l'égide de la Sûreté du Québec, et on a fermé tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, on fait partie de la couverture de la Sûreté du Québec, si on veut. Y a-t-il encore un bureau de police à Saint-Lazare ou maintenant c'est basé sur un bureau plus régional? Non, c'est juste au Cèdre. À Saint-Clet, OK. c'est-à-dire le poste de police à la Sûreté du Québec est à Saint-Clet. Tu as énoncé, ça fait quelques fois qu'on parle des sports équestres, puis justement, moi aussi, c'est que quand je pense à Saint-Lazare, je pense à sport équestre. Peut-être nous expliquer pourquoi que ça s'est développé un peu plus là, plus qu'ailleurs. Ça a commencé à la fin des années 1800. Fait que déjà, on avait un intérêt. Il y en a qui disent que ça vient un peu des anglophones, des gens de l'Angleterre qui avaient déjà des racines équestres à ce moment-là, ou que le sport équestre en Angleterre était présent depuis des centaines d'années. Les premières fermes équestres ont été en effet sur la côte Saint-Charles, et les plus grosses, puis ceux qu'on a encore aujourd'hui, sont sur la côte Saint-Charles qui existe encore aujourd'hui. Alors ça fait du sens qu'à ce moment-là, on avait une piste de course, une piste ovale, un peu comme Connote qu'on avait au village comme tel, au bout de Saint-Angélique à ce moment-là. On avait une au village, on avait une autre sur Côte-Saint-Charles. Genre de la course de cheval avec des paris puis tout, là? Ben, c'était une piste ovale. Alors, est-ce qu'il y avait des paris? Bonne question. Sûrement, s'il y avait une piste, c'est que les gens couraient pas pour le fun. Alors, il y avait sûrement des courses qui rémunéraient. Est-ce que les gens pariaient sur les courses? Fort probablement à ce moment-là également. Mais c'était un point connu, autant que les gens venaient d'aussi loin que d'Ottawa et à l'ouest d'Ottawa, et tous les gens de Montréal venaient ici pour s'installer ici. Puis là, on parle avant qu'on ait Blue Bonnets à Montréal, là. C'était l'endroit où est-ce que les gens venaient. Et même nos espions nous disent qu'en 1976, lors des Olympiques de Montréal, tous les événements équestres devaient se passer à Saint-Lazare, mais pour des raisons politiques, Bromont a gagné la mise à la dernière minute, et on a décidé de faire les événements équestres à Bromont, au détriment des gens de Saint-Lazare qui, jusqu'à la dernière minute, se préparaient pour accueillir tous les événements équestres des Olympiques de Montréal. Alors, Ils ont-tu quelque chose de spécial pour faire du cheval à Bromont? oui, c'est encore une communauté équestre un peu comme ici. Monsieur Desourdis, je crois, qui était un des grands responsables, les grands investisseurs de Bromont ont eu une influence un peu sur le gouvernement à ce moment-là. C'est ce qu'on est dit. C'est peut-être des ragots, c'est peut-être pas faux, pas vrai, là, mais j'ose croire que mes espions, ce qu'ils nous ont dit, c'était vrai à ce moment-là. Alors, encore aujourd'hui, on retrouve de nombreuses fermes équestres ici. On a un réseau de pistes équestres qui traversent les pistes de ski de fond, sont dans le bois, etc. C'est un des plus beaux réseaux de pistes équestres qu'il n'y a pas au Québec, ici. Et les gens sont libres de se promener un peu partout avec leurs chevaux. Et la cohabitation, si on veut, cheval et humain se fait extrêmement bien ici. Et c'est encore une des beautés qu'on a de Saint-Lazare, d'être capable de croiser des chevaux un peu partout. Autant quand on marche en forêt, quand on prend des balades en ski, ou carrément quand on marche dans les rues, on est capable de croiser des chevaliers qui se promènent avec leur monture. Oui, il y a des traverses de chevaux. En Australie, il y a des traverses de kangourous. À Vaudreuil, il y a des traverses de skidoo. À Montréal, il y a des traverses de... Mais à Saint-Lazare, il y a des traverses de chevaux. Traverses de chevaux, en effet. Une question pour toi. Moi, je suis un fan d'aviation. Puis, on me dit, j'ai vu souvent des trucs par rapport à ça. Dans les années 60, à l'époque de Trudeau, ils avaient commencé à faire, puis ils ont bâti l'aéroport de Mirabel. Mais on me dit que dans les choix originaux, il y avait plusieurs sites qui avaient été proposés.
Puis un des sites qui avait été proposé, c'était comme dans l'ouest de Vaudreuil, donc ça tomberait sur des terrains Vaudreuil-Saint-Lazare. Est-ce que tu as de l'information par rapport à ça? Tu as absolument raison. Alors, on était à 2 ou 3 choix à ce moment-là, fin des années 60, début des années 70, et ce qu'on appelle à l'ouest de l'autoroute 40, si on veut, aujourd'hui, Vaudreuil, dans le bout de Vaudreuil, Saint-Lazare, c'était un des choix des finalistes à ce moment-là pour recevoir l'aéroport de Mirabel. Et jusqu'encore là, ils ont été un des 2 ou 3 finalistes, et finalement, la décision a été prise pour aller à Mirabel. Mais en effet, Saint-Lazare était un des principales options, si on veut, du gouvernement pour construire l'éventuel aéroport de Mirabel. Absolument. Puis, un des problèmes avec l'aéroport de Mirabel, c'est que tu n'as pas d'autoroute qui se rend bien là. Fait que quand tu arrives en avion et que tu n'as pas vraiment un moyen de te rendre après ça à la métropole, c'est pas excellent. Fait que si on avait un aéroport plus on a l'autoroute 20, l'autoroute 40, je présume que l'aéroport actuel de Mirabel étant peu utilisé maintenant, c'est plus, c'est pas vraiment un aéroport passager de nos jours, là. Peut-être que la situation serait différente puis que Dorval ne serait pas aussi gros que maintenant. Peut-être, en effet, peut-être. Ça pourrait être problématique, par contre, le fait de la proximité des aéroports. Ayant fait carrière dans le contrôle de la circulation aérienne, dont directeur de la tour de contrôle de Mirabel et de Montréal, je parle par expérience, là, et avoir eu un aéroport international si proche de Dorval ici, avec des axes de piste qui se croisent, ça aurait pu être passablement compliqué. Ça ne me surprendrait pas que ça le joué dans la décision finale de dire est-ce qu'on est capable de faire quelque chose. On voit un peu la problématique que ça pose à New York avec les 3 aéroports en dedans d'une quarantaine de kilomètres l'un de l'autre. Là. Et je peux m'imaginer un peu la problématique que ça leur a causé ici, définitivement. Alors, est-ce que c'est ça qui a eu une influence? J'ai l'impression que c'est un tout, mais tu as absolument raison. Avoir l'accès à l'autoroute ici qui était déjà disponible, on aurait peut-être eu un nouveau pont de l'île aux Tourtes pas mal plus vite, par contre. Effectivement, ouais. Avant qu'on parle des événements à venir pour le 150e de Saint-Lazare, tu pourrais me dire comment, après avoir lu toute l'histoire puis connaître l'histoire autant que ça de la ville, comment tu vois l'avenir de Saint-Lazare de Vaudreuil? Bonne question. Je pense que tout va dépendre de les décisions de la CMM au cours des 3, 4, 5 prochaines années. Ça va être le facteur décisionnel qui va nous permettre de grandir à un rythme qu'on est capable de le faire, ou si on nous impose politiquement des décisions qu'on va avoir de la misère à rencontrer. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'il va falloir aller chercher d'une façon ou d'une autre un accès à de l'eau qu'on n'a pas présentement. Que ça soit par, puis encore là, une source au travers de Hudson, lac des Deux-Montagnes, ou que ça soit à travers de Vaudreuil par la rivière des Outaouais. Est-ce qu'on parle d'une avec les voisins? Ben, c'est ça. Alors, est-ce que ça se fait? À quel coût? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on parle d'une fusion éventuelle avec une ville proche pour être capable d'avoir accès à l'eau? Bref, tout est dans les airs, tout est vraiment à voir et j'ai l'impression que les 2, 3 prochaines années vont être extrêmement critiques pour le développement de Saint-Lazare et avec l'hôpital qui s'en vient également dans 2 ans, ça aussi, comment est-ce que ça va influencer le côté est de la ville avec l'entrée, la sortie de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Fait on a développé très bien, on a su comment développer, on est en train de travailler sur notre centre-ville pour attirer des nouveaux commerces, surtout de l'alimentation, pour faire une boucherie, une pâtisserie, une poissonnerie, quelque chose que vraiment on va être capable de grandir. On a des garderies, on a des pharmacies en masse, ça c'est pas un problème, mais quel autre commerce est-ce qu'on serait capable d'aller chercher pour nous permettre de vraiment embellir notre centre-ville? C'est sur quoi les élus travaillent présentement et les 2, 3 prochaines années vont être charnières pour l'histoire de Saint-Lazare. Parfait. Parlant de l'histoire de Saint-Lazare, eh bien, on fête le 150e. Peut-être que tu pourrais nous montrer, je pense que tu as le livre là, à proximité. Bel ouvrage, je l'ai aussi entre les mains, un super bel ouvrage, Patience vaincra. Si tu pourrais nous parler là, de comment se procurer le livre, où se le procurer, combien ça coûte.
Oui, alors le livre est disponible auprès de notre éditeur qui est la Fédération Histoire Québec. On a eu le plaisir cette année d'avoir la Fédération qui a accepté d'éditer notre livre et le distribuer. Alors si vous allez sur le site de la Fédération Histoire Québec en boutique, vous êtes capable de commander le livre-là. Il est 25 $. Vous avez également la version PDF pour les liseuses. Malgré qu'un livre historique, c'est un petit peu moins intéressant de lire sur une petite liseuse, surtout dans ce cas ici qu'on parle de plus de 700 photos, graphiques, cartes, etc. Mais si jamais quelqu'un ça l'intéresse, elle est disponible là aussi. Le musée régional de Vaudreuil-Soulanges vend des copies également. Et à travers de la Société historique de Saint-Lazare. Alors, vous pouvez toujours envoyer un message à info@shsl.ca et ça va nous faire plaisir de vous faire parvenir un livre où est-ce que vous voulez. Et nous sommes très heureux là, de ce livre qui nous a pris à peu près 3 ans de travail, près de 2500 à 3000 heures de bénévolat pour les 2 auteurs, Donald Simpson et moi. Et comparé à un roman qu'on est capable d'écrire en 600-700 heures, le roman, tu peux dire ce que tu veux. Là. C'est ton histoire, tu le comptes à droite, à gauche. Un livre historique, il faut que les données soient quantifiées, soient confirmées, soient validées. Et la recherche, elle est absolument incroyable. Et on est extrêmement fiers de la qualité du livre qu'on a réussi à produire. Et je pense que c'est un beau legs pour Saint-Lazare et pour les années à venir là, pour être capable de démontrer là, la beauté de notre ville et de notre région. N'importe qui est plus ou moins proche de la région, qui aime un peu l'histoire de la région, là, c'est un bel achat parce que là, il est disponible maintenant, là, mais dans 10-15 ans, quand ça ne sera plus le temps du 150e, les gens qui vont être intéressés à ça, ça va être un peu plus difficile à avoir. Là. C'est un bel ouvrage. Félicitations. C'est sérieusement, c'est excellent pour la région, c'est excellent pour les gens qui aiment l'histoire, les gens qui aiment la généalogie. Alors, bravo. Merci beaucoup. Puis vous avez fait le lancement le 21 novembre, si ma mémoire est bonne. Justement, combien que vous en avez vendu depuis ce temps-là? Alors, on est à peu près à 325 de vendus sur les 450 qu'on avait imprimés au début. On a imprimé 50 exemplaires, couverture rigide dans un boîtier commémoratif. Et eux autres se sont tous vendus comme des petits pains chauds. Et 400 exemplaires de livres en couverture souple. Il nous en reste un peu plus qu'une centaine maintenant. Et ça, on a tout un paquet d'activités en 2025 qu'on va être capable de le vendre. Et notre éditeur également nous demande et redemande des livres à force que la demande est élevée un peu partout au Québec. Alors, est-ce qu'on va aller dans une deuxième impression? On verra peut-être un peu plus tard cette année là, si on va faire ça ou non. Mais non, on est très, très, très content du résultat. Et encore là, au prix qui est vendu à 45 $, c'est un prix vraiment bon marché. C'était quelque chose que la Société historique voulait. On voulait que ce soit un livre accessible aux gens, que n'importe qui pouvait s'acheter, versus le prix du marché qui aurait peut-être été dans le 60-65 $ à ce moment-là et qui aurait peut-être plus moins de monde qui l'ont eu. On a pris une décision stratégique à la Société historique de le vendre à un prix qui couvrait nos coûts, qui nous permet de faire un léger profit, mais qui nous permettait à plus de monde possible de l'avoir en main. Ça fait qu'on est bien content du résultat. Ouais, l'idée, c'est plus d'être utile à la Société d'histoire que de faire un gros profit. Oui, puis déjà là, on a des écoles qui nous appellent pour aller faire des présentations sur l'histoire de Saint-Lazare, etc. Alors, c'est un peu ce qu'on voulait, sensibiliser les gens à ce qui s'est passé. Et c'est un peu différent de l'album du 100e et du 125e, qui étaient des albums photos, là, qui étaient un peu... Ouais. Sans nécessairement l'histoire. La beauté de ce livre-là, c'est la moitié du livre est avant 1875. Alors, comment est-ce que le territoire s'est développé au cours des 300, 400, 500 ans avant la création de Saint-Lazare et ensuite de 1875 à aujourd'hui, comment les commerces se sont développés, les quartiers, les associations, les groupes, etc. Alors, on voit vraiment chronologiquement comment la ville s'est développée au cours des années et de voir la progression un peu là, qui s'est faite, surtout dans les 25 dernières années, qui est incroyable. Alors, non, on est très satisfait du résultat. Ben heureux. Comme je disais, c'est un très beau travail pour l'avoir consulté. Sinon, tu parlais des événements, où est-ce que vous allez en revendre? Quels sont ces événements à venir?
Alors, j'ai le plaisir d'être le président du comité des fêtes du 150e de Saint-Lazare. Alors, on travaille depuis presque 2 ans maintenant sur notre programmation qu'on vient de lancer il y a quelques semaines et qui va être diffusée à la grandeur au mois de janvier. Alors, on a décidé à la demande des gens, on a demandé un peu les gens de Saint-Lazare qu'est-ce qu'ils voulaient comme fête du 150e. Et le message a été clair, on veut des fêtes qui vont durer toute l'année et non pas juste quelques semaines. On veut des activités axées vers la famille, on veut des activités gratuites. Quelques activités payantes et des petits clins d'œil au passé. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a 4 fêtes. Une fête d'hiver au mois de février où est-ce qu'on ramène les anciens Canadiens contre les Étoiles de Saint-Lazare en 1975 au 100e anniversaire des Canadiens étaient venus. Alors, on les ramène cette année, 50 ans plus tard. Et on a même un joueur qui a joué pour Saint-Lazare il y a 50 ans, qui va jouer pour l'équipe des Canadiens cette année. Alors, on lui a eu une petite passe et M. Henri Ravel, qui a joué à ce moment-là, va jouer pour l'équipe des Canadiens avec les Étoiles cette année. Excuse-moi, il n'y avait pas Larry Robinson aussi qui habitait Saint-Lazare? Oh, on a eu Larry Robinson, on a plein de eu gens. Steve Shutt, on a eu Guy Lapointe qui habite encore ici. Alors, oui, on a eu énormément de gens qui sont demeurés ici pendant des années. Alors, c'était l'endroit. En Trotine, ici, là, les gens venaient demeurer ici. Les joueurs des Canadiens venaient ici. Aujourd'hui, c'est plus Brossard, là, mais... Ouais, mais avant, il y en avait beaucoup aussi. Vaudreuil sur le lac, ce coin-là. C'était. Oui, oui. Dans les années 70, c'était le spot à venir. C'était le spot, oui. Ouais. Okay. Fait qu'après le match des anciens Canadiens, le lendemain, on a une fête au Parc des Forestiers. On fait une course de lit loufoque sur glace Red Bull. Fait que les gens construisent leur lit, une course à obstacles sur glace. Course de lit. Alors, on connaît les courses de lit sur roue l'été. Qui descendent des côtes. Nous, c'est sur glace. Alors, 4 pousseurs, une personne sur le lit, les prix pour les lits les plus bien décorés, les plus beaux costumes, les équipes les plus rapides, une course à obstacles sur glace. On a une exposition de motoneige ancienne. Avant 1990, on parle d'une centaine de motoneiges des années 40, 50 jusqu'à les années 90. Des courses de bombardiers, puis compétiteurs, puis oui, les gros bombardiers à 12 passagers. Oui, on va en avoir quelques-uns. Qui ressemblait plus à un autobus qu'un skidoo. Oui, on va en avoir quelques-uns qui vont être à l'exposition. Différents modèles. On a des courses d'accélération de motoneige anciennes, tout le temps. Au mois de mai, on a le plus grand rassemblement de cerfs-volés géants à l'aéroport de Saint-Lazare, des montgolfières pendant une journée complète, des ateliers pour les enfants pour construire les cerfs-volants géants. Alors, ils vont pouvoir voir ces bêtes-là dans le ciel. Des fêtes de quartier au parc Saddlebrook, au parc Grand-Prix. On organise un opéra urbain avec des idéateurs du festival Juste pour rire, avec des artistes de cirque, un spectacle à grand déploiement le 22 août prochain au Parc Bédard. On parle de pyrotechnique, on parle de laser, on parle d'écran géant, etc. Opéra urbaine, on a développé une à Montréal, 2 en Europe. Ça va être seulement le 4e que ce groupe-là définit. Et ça va être l'histoire de Saint-Lazare en 7 tableaux. Alors, on a repris le livre de Saint-Lazare et on a reproduit cette histoire-là avec des tableaux, avec des danseurs, des acrobates, des funambules, etc., sur un spectacle haute vestige. Un souper dans le parc le samedi soir où est-ce qu'on ramène un peu la tradition de souper entre familles, souper entre amis, souper entre voisins dans un lieu commun, alors dans le parc Bédard avec l'animation, de la musique, etc. Le plus grand défilé que Saint-Lazare a jamais vu le dimanche 24 août dans les rues de Saint-Lazare. Encore là, avec l'histoire de Saint-Lazare, des représentants des groupes irlandais, des groupes écossais, des groupes français, tous les développements, les années qu'on a eu ici. Et en septembre, on fait la fête des bâtisseurs, où est-ce que, lors d'un cocktail dînatoire, on va célébrer les 25 plus grands bâtisseurs de l'histoire de Saint-Lazare avec une exposition qui va être disponible pour que les citoyens puissent venir le voir par la suite, où est-ce qu'on va avoir des banderoles qui vont expliquer le rôle que tous ces gens-là ont eu. Puis cette soirée-là, ça va être vraiment une soirée gala avec un cocktail dînatoire où est-ce qu'on va se ramasser cette soirée-là. Puis ça devrait être le dernier événement de 2025. Fait on parle d'une quarantaine d'activités, 12 jours d'activités tout le long de l'année. Et 90% des activités sont gratuites pour tout le monde qui participe. Fait que très intéressant. C'est une belle programmation.
Oui, Ouais. tout à fait. Mais je pense aussi que tu peux te vanter que Saint-Lazare, on disait là, la population tantôt, 20 quelques villes, c'est pas une petite ville, mais c'est pas non plus une très grande ville. Par contre, au niveau des abonnés de la Société d'histoire de Saint-Lazare, je pense que vous avez un pas pire nombre là, de On est personnes, rendu à d'abonnés. 425 abonnés qui nous met parmi les sociétés historiques les plus actives du Québec. Quand même. Et définitivement, du point de vue pourcentage de la population, on est dans le top. Ce qui fait que bien heureux de qu'est-ce qu'on a pu faire dans 200-300 avec la Société historique. Et qu'avec notre magazine qui sort à tous les 4 mois, on a des gens qui nous suivent, plus de 1300 personnes qui suivent nos messages réguliers sur des réseaux sociaux. Bref, Société historique, elle est forte, elle est puissante et très appréciée ici à Saint-Lazare et très impliquée dans toutes les activités également, ce qui fait la beauté de notre participation, si on veut. Est-ce que c'est à cause que c'est le 150e qu'il y a un enthousiasme comme ça ou c'est juste parce qu'il y a un super bon président? On a modifié nos techniques il y a à peu près 3 ans où est-ce que monétairement, on n'a pas de local. Fait que définitivement, monétairement, versus d'autres sociétés historiques qui ont pied à terre, qui ont une hypothèque à payer, ou etc. Ce qui fait qu'avec notre magazine historique qu'on sort à tous les 4 mois, nos partenaires commerciaux, qui sont nos commanditaires, supportent amplement les besoins financiers de l'organisation pour l'année. Ce qui fait qu'au lieu d'aller charger un 20-25 $ pour avoir un membre, et à ce temps-là, on avait une trentaine de membres, si on veut, il y a 3 ans. On a mis le membership gratuit. Fait que le membership est gratuit, les gens peuvent embarquer, les gens ont la revue, et là, tout d'un coup, il y a eu de l'intérêt, et d'où notre participation à 425. Fait que c'est un cercle qui s'entraîne. Le plus qu'on a de gens, le plus qu'on a de commanditaires qui embarquent à cause de notre revue élue par plus de monde, le plus que les revenus des commanditaires fonctionnent, le plus qu'on a de gens qui s'abonnent, etc. Ouais. Alors, c'est une technique que plusieurs sociétés historiques maintenant nous posent des questions sur comment vous avez fait pour migrer vers ça et c'est quoi votre approche. Et là, on commence à dire, ben, nous autres aussi, on aimerait faire ça dans notre société historique. Alors, c'est une approche inusitée que la Fédération Histoire Québec aimerait qu'on présente à un moment donné lors d'un congrès puis dire, voici comment on a réussi à avoir des membres et faire progresser notre société historique et qui fonctionne très bien. Fait que c'est une nouvelle approche et ça a vraiment bien fonctionné. Et on a un CA qui est très dynamique également. Ouais, c'est comme les saucisses à grade. Là, Donc, comment qu'on fait? Mettons, moi et Eric, on n'est pas membre, puis on veut devenir membre, là, c'est quoi qu'on fait? N'importe qui peut aller sur le site web de la Société historique de Saint-Lazare. Alors, shsl.ca. Alors, vous avez à ce moment-là le site web de la société. Dans Membre Membership en haut, vous allez cliquer sur là-dessus. Vous remplissez le formulaire, vous devenez membre automatique, c'est gratuit. Il n'y a pas de autre que ça. Vous êtes automatiquement sur notre liste de distribution pour notre magazine à tous les 4 mois et on envoie le magazine en version électronique. Tous les 4 mois, vous avez un lien, vous le téléchargez et on parle d'un magazine de 16, 20, 24, 28 pages à tous les 4 mois sur des petites capsules d'histoire, sur des choses qui se sont passées, sur un clin d'œil, sur des anciens maires, etc. Et les gens peuvent comprendre ou apprendre beaucoup plus sur Saint-Lazare. Et c'est ouvert à tout le monde. On a des gens du Nouveau-Brunswick, des gens de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de New York qui sont membres de notre société historique. Bas du fleuve. Alors, c'est ça qui est le principe. On veut partager l'information et comme ça ne coûte rien, bon, vous complétez le formulaire. Puis si jamais un jour ça ne vous tente pas, vous nous envoyez un message, on vous enlève la liste de distribution, puis ça finit là. C'est pas plus grave que ça. Alors, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir faire des demandes et ça nous fait plaisir. Paul, sur ce, je pense qu'on a fait le tour là, quand même. On a fait un bon bout de l'histoire de Saint-Lazare. Je te remercie beaucoup pour ta générosité de ton temps, puis aussi pour faire ça. Je te remercie aussi au nom. Je ne suis pas un habitant de la ville de Saint-Lazare, mais je te remercie au nom de ces gens-là parce que c'est super important le travail que vous avez fait là, au niveau tant de la recherche que de l'écriture. Puis là-dessus, ben, je te remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup, Éric et Yann, pour m'avoir reçu aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous et de parler de Saint-Lazare. On est très fiers de notre ville et qu'est-ce qu'on a fait. Et merci beaucoup m'avoir offert l'occasion de partager avec vous un petit break de notre histoire ici à Saint-Lazare. Bien apprécié. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Au revoir.
Ouais, ben j'espère que vous avez aimé ça, hein, l'histoire de Saint-Lazare. Puis bon, hein, encore une fois, si vous êtes membre d'une société d'histoire hein, qui va fêter un centième, 125, 150, 200, etc. Puis ça vous intéresse là, de venir nous raconter l'histoire de votre ville ou de votre village ou de votre municipalité, bien n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va me Puis faire bon, plaisir de parler de votre municipalité, même si c'est pas loin si c'est pas proche de chez nous. ouais, non, tout à fait. Toute l'histoire de tous des endroits nous intéresse. Comme qu'on disait en introduction, ben moi j'ai participé au comité de recherche, puis il y a quelques articles là, que j'avais trouvés là, qui m'ont intéressé là, par rapport à l'histoire de Saint-Lazare. Je vous en présente quelques-uns. Bon, je vous lis pas l'article au complet, mais l'article qui date du 25 novembre 1885, il se passe un événement important à cette époque-là dans l'histoire du Québec et du Canada. Ben, c'est la pendaison de Louis Riel. Puis bon, il y a quelqu'un là qui écrit au journal pour dire ils ont lu qu'il y avait eu une rumeur à l'effet que les gens de Saint-Lazare avaient fait brûler un pantin à l'effigie de Louis Riel là, à la sortie d'une messe, alors qu'il dit c'est totalement faux. Les gens de Saint-Lazare là, sont totalement contre la pendaison de Louis Riel et sont patriotiques à son égard. Puis non, c'est pas un pantin de Louis Riel qu'on a fait brûler, c'est un pantin de John A. MacDonald. Dans le fond, Saint-Lazare, ça a été le premier cas de fake news. Quasiment, ouais. Peut-être pas le premier cas, non, il y a beaucoup de fake news à l'époque. Mais non, ben c'est ça, c'était du sensationnalisme. Puis là, il cherchait à parler de quelque chose. Puis là, ben les gens, en fait, même, ils étaient fâchés parce que non seulement c'était le contraire de ce qu'ils pensaient, en plus, tu sais, sont sérieusement, là, les Canadiens français en général, là, les Canadiens de partout, étaient vraiment fâchés que le gouvernement fédéral ait pendu Louis Riel. Ouais. C'était pas une belle période là, pour les relations francophones-anglophones là, dans la Confédération canadienne. Non, en effet. Puis bon, ça, c'est des nouvelles. Ça se passe à Saint-Lazare, mais ça se passe aussi dans beaucoup de paroisses au Québec. Là, quand que je lis les journaux de cette époque-là, ce genre au Canada aussi, en français. Là. Comment? Pas juste au Québec, un peu partout en français. Là, ouais, dans le Canada. En Ontario, au Manitoba, partout là, où il y avait des gens qui parlent français, c'est ça. Ça a mis le jeu pour d'autres événements plus tard, mettons. Sinon, ben, on a connu dernièrement une pandémie. Hein, ben, c'était pas la première fois que ça arrivait au Québec. Ben, on a un espagnol? Saint-Lazare, 7 weeks ago, smallpox broke out in one family in this place. One recovered, the other died. The local authorities were called upon from a board, but the majority of the council refused to do so, not thinking that it be necessary. Fait qu'on on veut pas reconnaître là, le tout. About the fortnight since the smallpox broke out at a neighboring house to which it had been carried from the other family, indiscriminating visiting of neighbor having been generally practiced. Within the few last days, the majority of the council have again refused to take action, and the entire community is thus placed in peril. Fait que là, il y avait des autorités qui sont arrivées et ont dit il n'y a pas de danger. Il faut pas mettre en quarantaine. Puis ensuite, il y a des gens des anti-masques là, qui ont été quand même voir les gens qui étaient infectés, puis ça s'est répandu. Ouais, c'est vrai ça? Tout à fait. C'est à peu près ça. Sinon, poursuivons sur le cas de smallpox. Hein, on est le 1er février 1886. Puis à Saint-Lazare-Vaudreuil, évangéliste Cadieux of this place, in whose families a case of smallpox passed through the village of Hudson with a sleigh and allowed the children of the place to get on his ride with him, thus materially contributing to the mode of spreading smallpox. Le gars, il est arrivé dans Hudson, il était infecté, peut-être qu'il ne savait pas, là, mais il a donné un livre à des enfants.
toutes les familles de ces enfants-là ont toutes été infectées. Effectivement. Quand même. Ouais. Les cas de santé à Saint-Lazare semblent être quand même récurrents. On est rendu en 1892, puis 60 municipalities to be sued by the Provincial Board of Health. Une soixantaine de municipalités qui vont être poursuivies par le Bureau de la santé du Québec parce qu'ils n'ont pas respecté, là, qui ont fait de la négligence là, envers les consignes qu'il y aurait reçues. Là, les consignes sanitaires. Les consignes sanitaires. C'était quelque chose, dans ce temps-là, la ville, elle se faisait poursuivre s'il ne suivait pas les recommandations, il faut le faire. Ouais, puis c'était comme aussi que les villes avaient une espèce de responsabilité au niveau de la santé publique. Oui, c'est spécial. Tu ne verrais pas la mairie dire OK, vous êtes obligé de faire ça parce que santé publique. Il y a d'autres instances qui vont s'occuper de ça, mais définitivement pas le conseil municipal. Il y a en novembre 1893, il y a Napoléon Poudrette-Dilavigne qui vient d'intenter une poursuite en dommage à la municipalité, au village de Dorion pour s'alimenter dans sa source. C'est la même famille de Poudrette-Dilavigne, ça? Oui, c'est le frère de l'ancêtre. Quand même. Oui, tout à fait. C'est cool. Là, parce que la ville de Dorion s'est approvisionnée dans sa source? Le village de Vaudreuil et le village de Dorion s'étaient mis en société pour construire un aqueduc qui devrait approvisionner d'eau ces deux localités. Cet aqueduc prenait l'eau à la source du Grand Coteau, paroisse de Saint-Lazare, source qui alimentait depuis un temps immémorable le vieux moulin appartenant aux demandeurs. Donc, en faisant ça, probablement qu'il y avait moins de pression dans son moulin parce qu'il y avait moins d'eau en amont. Fait que c'est ça. Puis on parlait de la qualité de l'eau de Saint-Lazare lors de l'entrevue. On en voit un exemple là, que c'est mais aussi de l'accès à l'eau, tout simplement. Là, parce que là, c'est drôle parce que c'est Vaudreuil et Dorion qui sont en train d'essayer de prendre de l'eau de Saint-Lazare. Quand de nos jours, Saint-Lazare est comme c'est pas super bien approvisionné en eau. Puis que Vaudreuil-Dorion, c'était la ville de Vaudreuil-Dorion maintenant. Là. C'est comme eux autres qui ont, à cause de la situation géographique, ont un plus gros accès. C'est comme le monde à l'envers. Oui, puis c'est particulier. Vaudreuil est aussi reconnu là, au niveau de l'assainissement des eaux. Oui, collégial, les courses d'un là, sur l'heure professionnelle, les courses d'un là, c'est comme si tu veux faire du traitement des eaux, tu vas être bien servi. Ça. Je trouve très bonne. On parlait tantôt, quand il y a eu Louis Riel, on a parlé de ça dans tous les journaux canadiens, français, puis ça va très loin, les journaux canadiens, français. On oublie que Saint-Paul a été en partie fondé par des Canadiens français. On a l'Écho de l'Ouest de Minneapolis. Il y a aussi, on est à l'époque des peddlers, tu sais, ceux qui inventent des médicaments, là, puis qui vont se promener, puis vendre ça. Il y a Jean-Baptiste Poirier de Saint-Lazare qui fait de la publicité, si tu veux acheter les produits de Jean-Baptiste Poirier de Saint-Lazare au Minnesota en 1905, eh bien, tu peux. C'est cool. Puis lui, il annonce en français au Minnesota. C'est dans un journal francophone. Là. C'est hot, quand même. Là. Petit article un peu macabre cette fois-ci. On est en 1907. On a une nouvelle Jeanne d'Arc. Madame Joseph Lalonde, âgée de 46 ans et demeurant à Saint-Lazare en quelques milles de Vaudreuil, prétendait avoir reçu du Christ l'ordre de mourir comme Jeanne d'Arc avait dressé sur une colline voisine un bûcher afin de se faire brûler. Après avoir durant plusieurs heures rassemblé le bois nécessaire à son immolation et écrit plusieurs lettres dans lesquelles elle déclarait répondre à l'appel du Seigneur, elle se disposa à consommer le fatal sacrifice,
mettant à profit où tout le monde était à la messe. Le reflet des flammes sur les vitraux de l'église atteignèrent les paroissiens au dehors qui découvrirent à un peu de distance, Madame Lalonde sur son bûcher où le feu l'aurait inévitablement consumé. Elle fut retirée et conduite chez elle, le corps couvert d'horribles brûlures. Elle vient de mourir après 6 heures d'atroces souffrances, laissée plusieurs enfants en bas âge. Quand même, hein? C'est spécial. Ça va pas qu'on a vu une Jeanne d'Arc dans le coin de Vaudreuil-Soulanges. Non, pas trop. Ouais. Non, c'est pas hot. Mais je connais des Lalonde, par exemple, dans le coin de Saint-Lazare, probablement relié d'une quelconque façon. C'est weird. Peut-être. Mais ouais. En passant, cette nouvelle-là a fait aussi le tour de l'Amérique du Nord. Là. On la retrouve dans le journal de Minneapolis, dans des journaux franco-américains. Ouais, quand même un peu partout. Ah, c'est spécial. Bon, finalement, une petite dernière, là, quand même, que je voulais vous montrer, là, puis bon, c'est un petit peu macabre encore. Yann, il dit, as-tu des meilleures nouvelles que ça? Bon, malheureusement, moi, j'avais arrêté mes recherches là, dans ces années-là, parce que je m'occupais là, un peu de ces années-là. Mais il y a le bedeau de Saint-Lazare là, qui est tombé du clocher en 1911, puis malheureusement a perdu la vie. D'ailleurs, hein, je fais une parenthèse par rapport à l'histoire de Saint-Lazare, mais par rapport au bedeau, j'ai appris récemment, je suis allé visiter l'église de Sainte-Luce dans le bas du fleuve, puis il expliquait, le guide, il expliquait que c'est à peu près dans les années 60 qu'on a commencé à mécaniser là, les cloches dans les églises au Québec. Puis une des raisons qu'on a fait ça, autre que la technologie y était, mais ça évitait beaucoup de dislocation d'épaules au bedeau qui sonnaient. Ouais, mais c'est pesant, ces cloches-là. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion pour certaines, c'est ça. C'est des centaines c'est quelque chose. Là. Des centaines de livres. Là. Ça arrivait par bateau. C'était produit en Europe pour la plupart. Là. Puis c'était tout un job, là, monter ça là, en haut, mais une fois que c'était fait, il faut la grimper en haut, c'est quelque chose. C'est pas, tu ne prenais pas une grue mécanisée comme on fait maintenant. Là, c'est pas. C'est peut-être une job assez particulière. Là. Mais tu sais, tout ça pour dire que la vie religieuse dans les temps anciens était quand même importante. On a plusieurs affaires qui sont plus ou moins reliées à la religion, mais aussi certaines parties de l'histoire se répètent un peu. Mais beaucoup, c'est que une petite ville comme Saint-Lazare, qui est quand même relativement récente, 150 ans, il y a beaucoup de trucs historiques qui vont avoir été, on en parle entre autres pour des faits historiques qui sont passés ailleurs. C'est comme, il y a des traces journalistiques qui sont là. C'est quand même intéressant. Les archives des journaux, là, il y a plein de choses intéressantes à voir là-dedans. Oui. Puis bon, j'invite, hein, comme je disais, j'ai terminé mes recherches là, au début des années 1910. Là, si jamais vous trouvez d'autres articles qui parlent de Saint-Lazare, qui sont à la fois un peu plus joyeuses aussi, envoyez-nous le lien d'un commentaire. On va aller voir ça, là, puis c'est ça. Alors, si vous avez aimé l'histoire de Saint-Lazare, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant le contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci, Eric. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Eric.